bonsoir tout le monde. Merci d'être venus bien nombreux ce soir de mouvement social. On avait un peu peur que vous ne puissiez pas venir à cette réunion. Voilà, on a eu beaucoup de messages positifs, de gens déçus de ne pas pouvoir venir. Mais voilà, on essaiera de remettre ça pour ceux qui n'ont pas pu être là. Je suis Alain Escourbiac, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je co-dirige avec mon frère l'imprimerie Escourbiac. On est partenaire de l'UPP, j'ai fait des recherches tout à l'heure, depuis 2005. En fait, on avait participé au premier congrès notre premier congrès, pardon, c'était celui d'Alençon à l'époque. Et voilà, donc on soutient l'UPP depuis lors. Et voilà, on a connu l'époque où il y avait toutes les grandes marques de matériel photo et on est resté fidèle à votre organisation parce que voilà, on trouvait certains équilibres et c'était intéressant pour nous de pouvoir avoir ce dialogue en direct avec le milieu de la photo professionnelle. Voilà, je vais vous présenter notre table, les gens qui sont avec moi. Donc, en premier, il y a John Briens qui est expert conseil client, on appelle ça comme ça chez nous, chez Escourbiac, parce que la mission de John, c'est d'accompagner les gens qui font des livres en auto-édition, c'est d'accompagner des éditeurs qui veulent faire des livres un peu sophistiqués, c'est d'accompagner des directeurs artistiques aussi qui veulent mener à bien un projet dont ils ne connaissent pas les contours forcément au départ, ou peut-être qu'ils le connaissent aussi parfaitement. Yegan Mazandarani, qui est le directeur de notre société d'édition. Escourbiac, c'est maintenant une société d'édition. Enfin, c'est allé depuis 1992. Cette société avait été créée par mon père pour des besoins personnels, parce que la photo est dans notre ADN. Mon père était photographe amateur, en plus d'être imprimeur. Et les premiers livres que l'on a fait en 92, c'était des livres sur des travaux personnels qu'il avait fait à l'époque. C'était une société qui était en sommeil depuis lors et que l'on a réactivé avec Yegan et une équipe qu'il a constituée autour de lui et dont il vous parlera tout à l'heure. Voilà, et Jean-Michel Lenoir, qui est photographe, on se connaît depuis pas mal d'années avec Jean-Michel, et j'ai trouvé intéressant que Jean-Michel puisse être avec nous dans la mesure où il a une expérience de publication de livres à la fois avec un éditeur et à la fois en auto-édition. Donc il pourra vous dire ce qu'il pense d'une solution par rapport à l'autre. Voilà, donc on va développer ce soir le fait de comparer, parce que maintenant on a une certaine légitimité pour parler à la fois de l'auto-édition. On a déjà fait des interventions auprès de l'UPP sur l'auto-édition, on en a fait à Arles, on en a fait à beaucoup d'endroits en France et même en Belgique. On m'a fait intervenir aussi sur ces sujets-là, parce qu'on passe pour être un spécialiste de l'auto-édition. Et dorénavant, avec Odyssée, on peut aussi parler d'édition, et vous comprendrez pourquoi cette légitimité tout à l'heure, à travers les actions qu'on est en train de mener et les publications que l'on a faites à ce jour. Voilà, donc on va d'abord parler d'auto-édition, donc je vais passer la parole à John et on va en parler tous les deux, parce que moi aussi mon rôle chez Escourbiac, c'est à la fois de m'occuper d'Odyssée, de m'occuper de l'imprimerie, mais aussi de recevoir des photographes et de les accompagner dans leurs projets d'auto-édition ou des éditeurs également. Et voilà, mais John c'est bien parler de son métier, vous verrez, il communique beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, donc après on passera la parole à Yegan qui nous parlera des éditions Odyssée et de sa manière et de ce que l'édition, à proprement parler, peut apporter dans un projet de publication. Et puis après, Jean-Michel nous apportera son témoignage. Voilà, avant toute chose, je voulais vous dire que ce qu'on dit souvent aux gens qui viennent nous voir, c'est que, les photographes notamment, c'est que, et comme aux artistes d'ailleurs, c'est qu'un livre, ça n'est jamais neutre. Il y a toujours un avant et un après la publication d'un livre, qui soit fait en édition, avec un éditeur ou dans le cadre d'un projet d'auto-édition. Voilà, les retours peuvent être multiples et très différents, et pas forcément là où on les attend, mais c'est jamais neutre. Voilà, je passe la parole à John, qui va vous parler d'auto-édition depuis l'accueil de nos clients jusqu'au livre qu'on délivre. Alors le problème, ça va être par quoi commencer. J'aurais tendance à vous dire qu'on vit une époque formidable. En ce qui me concerne, ça fait 30 ans que je fais ce métier avec une intervention technique et une formation technique à la base. Et le métier d'imprimeur a énormément évolué. Et pour faire le parallèle avec l'édition et l'auto-édition,
Il fut un temps, il y a une quinzaine d'années, on ne pouvait pas exister en tant qu'auteur sans passer par une maison d'édition. Alors ça a bien évidemment des tas d'avantages, d'être repéré et poussé par un éditeur. Mais le constat, c'est que pas d'éditeur, pas d'existence. Et aujourd'hui, grâce aux évolutions techniques de notre métier, on peut tout à fait réaliser d'une manière très pertinente, parfois plus pertinente qu'en édition, le projet de ses rêves, et quelle qu'en soit la motivation de base. On peut faire un livre pour soi, on peut faire un livre pour ses proches, on peut faire un livre pour sa communauté, on peut faire un livre qui sera, même en auto-édition, porté par des libraires, on peut faire un livre pour exister dans des manifestations emblématiques qui lient les gens de sa communauté. La réalité, c'est qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Faire un livre pour un artiste, pour un photographe, c'est un moment charnière dans sa vie et dans sa pratique artistique. On dit souvent, parce que c'est ce qu'on nous rapporte, il y a un avant et il y a un après. Donc, vous, les photographes, les artistes, vous avez le droit d'être exigeant et de vous faire bien accompagner dans tout ce process. Juste une chose que je voulais rajouter, c'est que la première question qu'on pose à un photographe, un auteur qui veut faire un livre, c'est de nous donner la raison pour laquelle il veut faire un livre. Il est bien important au départ de définir quelle est la motivation et qu'est-ce qui va motiver la réalisation de ce livre. Et c'est en fonction de la réponse à cette question que l'on se donne les moyens d'aller vers une solution ou une autre, y compris de choisir de faire un livre en auto-édition ou de le faire avec un éditeur. Tout à fait. Et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, où les gens ne se voient pas, où on a l'impression qu'on peut tout acheter via une plateforme internet, on a fait le pari au sein d'Escourbiac avec les équipes de rester ancré dans la vraie vie. On part du principe que c'est bien trop important que de se lancer dans l'aventure de l'édition pour le déléguer à quelqu'un et le faire par l'intermédiaire d'un écran qui est complètement dépersonnalisé. Donc, Alain disait, on pose des questions, et en fait, effectivement, on est énormément dans l'écoute. Le premier temps fort dans la réalisation d'un livre, c'est de recevoir l'artiste et d'essayer de bien comprendre quelles sont ses motivations, quelle est sa pratique artistique, qu'est-ce qu'il veut faire de ce livre. Il y a le pourquoi je veux faire un livre et il y a le pour qui je vais faire ce livre. Et derrière le pour qui, il y a aussi la quantité de livres que je vais réaliser. Et notre travail, et je pense vraiment notre qualité, est avant tout une qualité d'écoute. Ensuite, on passe à une phase d'échange, où on pose des questions, où on précise certains aspects du projet, de manière à en faire une restitution. Et là, c'est quelque chose de très important, c'est que parce qu'on a bien compris quel est le projet, quel est le profil de la personne qu'on a en face de nous, et chaque personne est différente. Dieu sait si on fait un métier passionnant grâce à ça, puisque c'est un métier de rencontre extrêmement riche en échanges et en scénarios différents. On fait à peu près 400 livres par an. On va dire qu'on est positionné dans le monde de l'auto-édition d'une manière mature depuis plus de 10 ans. Donc vous imaginez le nombre de rencontres, le nombre de cas de figure, le nombre de questions auxquelles on a dû répondre. Et c'est vraiment fondamental qu'il y ait ce temps d'échange en direct. Donc restitution de ce que peut être le projet. Et là, on commence à aborder des thématiques techniques d'impression, des thématiques de direction artistique par le biais du papier, par le biais de solutions d'accompagnement dans la mise en page. Et notre travail de professionnel est d'avoir un regard bienveillant, c'est un mot que je répète à l'envi parce que c'est fondamental pour moi, un regard bienveillant, mais un regard de professionnel. C'est-à-dire qu'on s'autorise à
à mettre des points d'interrogation sur certaines des choses qu'on a comprises, de manière à ce que ce soit détaillé et que l'auteur ne prenne pas le risque de partir sur une voie qui ne serait pas cohérente pour lui. Néanmoins, et c'est très important de le préciser, c'est aussi une différence par rapport au monde de l'édition, on se fait un point d'honneur à ce que l'auteur garde les rênes de son projet. On part du principe que tout le monde est légitime, tout le monde interagit dans une communauté qui est la sienne et qu'il connaît bien, et qu'à partir du moment où il s'est posé les bonnes questions, c'est lui qui est capable de donner les bonnes réponses. Donc c'est important que l'artiste garde la main sur son projet et n'en soit pas dépossédé par quelqu'un. Cet échange, qui en général se fait en face à face, pour les Parisiens, on a la chance d'avoir un showroom rue Marcadet, dans le 18e, dans lequel on accueille tous les jours nombre de photographes, et je précise sur rendez-vous parce qu'on a parfois un emploi du temps qui est tellement chargé que les gens qui se présentent spontanément, on ne peut pas leur consacrer le temps nécessaire. Donc ça se fait en face à face, au showroom. Au minimum, c'est 1 heure d'échange. Parfois, ce n'est que le premier élément d'un dialogue qu'on va avoir avec l'artiste. Et on va, de cela va découler la mise en forme d'un chiffrage qui est une somme de données techniques. L'important, c'est que ces données techniques soient comprises. Donc on va les expliquer, les réexpliquer et faire les arbitrages avec le client. Je ne vais pas faire trop long. Au travers de ces 10 ans d'accompagnement d'auto-éditeur, on s'est aussi élargi et musclé chaque fois qu'on avait une question auquel on avait parfois un petit peu de mal à répondre parce que tout cet écosystème était nouveau. Alain et ses équipes ont essayé de trouver des réponses, de les architecturer, notamment au travers des documents que vous avez sur vos sièges. Tout ça, c'est un processus assez long qui est de trouver des solutions pour les artistes. Donc, bien évidemment, c'est l'établissement d'un devis, ça peut être de la mise en page, ça peut être une assistance au financement participatif, ça peut être du stockage, ça peut être de l'envoi en nombre, ça peut être bien évidemment de la photogravure, hein, c'est fondamental aujourd'hui. Quand on imprime une image, la moindre des choses, c'est qu'elle soit parfaitement bien imprimée, et c'est notre responsabilité. Donc on est un des seuls imprimeurs français à avoir un chromiste de métier en nos ateliers, qui travaille contigu à l'atelier d'impression, donc qui est très souvent dans sa journée sur la presse offset, y compris avec des clients. Donc c'est quelqu'un qui est capable de décoder vos images, le papier sur lequel on va l'imprimer, et qui va faire les réglages nécessaires pour que l'image que vous voyez sur votre écran d'ordinateur, sur votre écran de smartphone, ait toute la noblesse qu'il faut au moment où on va la coucher sur du papier. Voilà, l'auto-édition, c'est pratiquer comme elle l'est chez nous, c'est aussi avoir un contact en direct avec l'imprimerie. Et donc, on dit toujours qu'on fait un métier où il faut rester modeste, et en fait, parce qu'en fait les technologies évoluent fréquemment, souvent, tout le temps. Et donc, à un moment donné, pour faire un livre différent, il faut aussi aborder un peu le champ, la limite, la frontière du champ des possibles. Donc, on prend des risques parfois. Et ces risques, on les prend d'autant plus facilement, d'autant plus volontiers qu'on en maîtrise les limites. Et notre expérience, elle est quotidienne. Et du coup, on a des réunions qualité tous les jours avec l'imprimerie où on nous dit ce qui a été fait la veille, quelle nouvelle technique a été utilisée pour faire tel projet. Et donc, ces retours d'expérience, on les partage aussi avec des gens qui font de l'auto-édition. Je pense qu'un éditeur n'a pas un lien aussi direct comme ça avec la technique, et donc parfois est plus limité, ou en tout cas prend moins de risques par rapport à ce qu'il est possible de faire. Notre terrain de jeu est, je pense, assez vaste du fait qu'on en maîtrise la technique. Et donc on le partage d'autant plus avec l'auto-édition. Mais voilà, ce qui est le cas aussi un petit peu avec l'édition, dans la mesure où elle est intégrée aussi chez nous. Donc voilà, tu avais quelque chose à rajouter, John, par rapport à nos parcours, le parcours de l'auto-édition par rapport
un style particulier? Non, alors, juste une précision, et pour faire le lien peut-être avec Yegan, qui a des tas de choses à nous dire. Je vous parlais de cette vision 360 degrés sur le métier. Un jour, effectivement, on s'est posé la question de cette frontière entre l'auto-édition et l'édition, et s'il n'était pas important qu'on apporte ce niveau de service aussi, qui est de porter un livre en édition, en sachant pertinemment qu'on n'oppose pas les deux mondes. Il n'y a pas une bonne manière de faire les choses, il y a une manière de faire les choses qui est adaptée au profil d'un projet et de son artiste. Et donc, dans un monde qui économiquement est pas mal bouleversé ces dernières années, on a fait le pari, avec les talents de Yegan et de son équipe, de remonter cette maison d'édition et de faire une édition différente, moderne, souple et bienveillante au service des artistes. Yegan, c'est à toi. Merci Alain, merci John, et bonsoir à tous. C'est très bien de passer après John, parce que c'est justement lui le premier qui a mis des mots sur ma passion du livre, qui m'a fait découvrir l'univers du livre, avec qui, du coup, chez Escourbiac, on a réalisé un premier ouvrage il y a maintenant, je crois, 4 ou 5 ans. C'est la première expérience. À cette époque-là, du coup, ça a été une découverte et un parcours que j'ai fait avec lui en auto-édition, justement. Pour compléter ce que disait John, ce parcours d'auto-édition, il a été à la fois très agréable dans la manière de fabriquer le livre, et à la fois très enrichissant dans tous les apprentissages qui ont jalonné cette création d'ouvrage et après la vie du livre, après son impression. C'est aussi John qui, plus tard, m'a fait accompagner d'autres photographes pour leurs premiers ouvrages, et ensuite qui m'a présenté à Escourbiac. Du coup, pour vraiment relancer cette société d'édition, travail qu'on a amorcé ensemble il y a maintenant 2 ans. J'ai aujourd'hui 32 ans, donc j'ai commencé ce travail-là à peine à 30 ans, donc très jeune. Donc toute cette création autour de cette maison d'édition-là, elle est partie d'une feuille blanche. Elle est partie sans avoir vraiment une vision de comment on doit travailler en édition, ou quelles sont les obligations, comment elles marchaient. Donc en fait, on a eu pour volonté vraiment de créer notre propre modèle, de travailler d'une manière bien sûr très proche de l'objet, très proche de la fabrication, très proche de l'équipe Escourbiac et de toute l'expérience aussi. Ça a été une force énorme qu'on a commencé à travailler, d'avoir des gens qui sont dans le métier depuis des années, et d'autres personnes du coup qui constituent mon équipe, qui sont beaucoup plus jeunes, qui découvrent le métier, qui ont envie de réinventer les choses aussi. John en parlait beaucoup parce que c'est très important, mais effectivement on s'est rejoints et on continue de travailler ensemble de cette manière-là, avec des valeurs très fortes, c'est-à-dire vraiment avec ce souci de bienveillance, avec ce souci de transparence, avec énormément la volonté de faire de belles choses, et plus personnellement après dans la manière dont on a monté cette maison édition et dont j'ai voulu créer mon métier d'éditeur, ça a été vraiment de renouer avec une tradition d'accompagnement, ou en tout cas de présence de l'éditeur auprès des auteurs. La présence au quotidien, c'est-à-dire mon téléphone sonne en ce moment, là c'est peut-être un auteur en train de m'appeler, les auteurs m'appellent les soirs, les week-ends, etc. Et cette présence à leur côté est fondamentale dans notre métier. Pour rebondir aussi sur ce que disait John, encore aujourd'hui, avec tous les projets que nous recevons, en auto-édition, en édition, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une formule meilleure que l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, l'auto-édition, c'est un choix qui est extrêmement pertinent et qui a des atouts. L'édition également, mais qui va être plus adaptée à certains profils et à certaines particularités d'un projet de livre, d'une publication, etc. etc. Pour rentrer plus en détail sur cette partie de l'édition, si c'est peut-être ça qu'il faut expliquer, à quel moment, pourquoi l'édition. Par rapport à l'auto-édition. Par rapport à l'auto-édition. Différenciation.
Je dirais que l'auto-édition, elle est beaucoup destinée, et c'est aujourd'hui comme ça que je le vois, parce que j'accompagne également des auteurs en auto-édition. Du coup, on fait une auto-édition qui est signée par Odyssée. Cette auto-édition, elle va beaucoup servir à mettre le pied à l'étrier des auteurs, pour qu'ils puissent s'exprimer à travers un objet très spécial qui est le livre. Qu'ils puissent apprendre à construire un propos, construire une série, construire une narration, construire construire un objet en faisant des choix sensibles qui ne sont pas forcément évidents au départ. Quel papier on va choisir, quelle reliure, quel format, quels artifices, est-ce qu'on va faire un tirage de tête, comment est-ce qu'on va le distribuer, comment est-ce qu'on va le présenter. Toutes ces choses-là, en fait, l'auto-édition, elle permet aussi, avec assez peu de risques, d'apprendre et de s'exprimer. Aussi, parfois, j'ai rencontré des auteurs avec qui cette formule en auto-édition était beaucoup plus rémunératrice. À partir du moment où on passe en édition, on fait intervenir beaucoup plus de monde dans la chaîne, que ce soit l'éditeur, que ce soit les différents acteurs, que ce soit les distributeurs. On entre dans quelque chose de très différent. Donc l'auto-édition peut avoir ces atouts-là. L'édition, elle, va souvent être destinée, en tout cas chez nous, parce qu'on a un modèle, encore une fois, spécial. On imprime nos livres en France, ce qui reste une exception. L'édition, elle va véritablement permettre de se mettre au service d'auteurs qui vont devoir se frotter justement à un public beaucoup plus large, à des professionnels, un cercle de professionnels beaucoup plus large, et avec qui on va travailler en association véritablement pour propulser leur projet. Les propulser, c'est-à-dire vraiment mettre à disposition, bien que ce soit des choses que nous fassions aussi en auto-édition, proposer nos équipes pour travailler en direction artistique, pour questionner le fond d'un ouvrage, pour réaliser les maquettes, etc. Toute cette partie pré-production. Mais finalement, c'est surtout important en édition, ça va être tout ce qui vient ensuite, donc la presse, la distribution en France, la distribution parfois à l'international, le fait d'accompagner sur des expositions, le fait d'accompagner un circuit de librairie, le fait de pouvoir rencontrer un public en fait. Je pense que c'est là la grosse différence de l'édition, c'est qu'on va chercher à rencontrer un public qu'il y a, mais qu'il faut aller chercher, surtout sur un marché du livre et de la photographie qui est très saturé, qui est très concurrentiel, etc. Donc savoir le faire de manière très agile, et pas simplement mettre des livres dans des rayons ou faire des publications un petit peu de manière aléatoire, vraiment en essayant vraiment de cibler les choses, je pense que c'est notre grande force. Là où l'auto-édition, en fait, on va plutôt chercher à parler au public vraiment de l'auteur, et en tout cas à se focaliser là-dessus, et à quelques, disons, partenaires ou personnalités ou institutions clés. Communauté, voilà, exactement. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, cette grosse différence-là, ça va être, de l'édition, ça va être la maturité, pas tant du photographe, mais du projet du photographe, plutôt. Souvent, l'auto-édition va permettre justement de faire avancer cette maturité-là, en tout cas de la construire. L'édition, pour moi, c'est surtout ça. Surtout cette partie-là, et la partie de distribution, bien sûr, qui est une des parties les plus complexes de ce cycle. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter sur ces sujets-là. Les attentes particulières des auteurs qui veulent faire de l'édition et les conséquences aussi pour eux par rapport à de l'auto-édition. Alors, il y a une chose qui est particulière déjà, c'est qu'en auto-édition, l'auteur est totalement maître de tous les choix. Quand bien même je travaille en auto-édition avec des auteurs que j'accompagne, c'est lui qui a il ou elle qui a le dernier mot, sur toutes les décisions de papier, de direction artistique, etc. Moi, je suis là en position de conseiller. Sur la partie éditoriale, comme le disait John, on a vraiment c'est quelque chose de très important pour nous, que l'auteur reste au centre du processus créatif, qu'il fasse les choix, ou qu'on arrive à être dans une relation de confiance où la personne est convaincue, où vraiment la personne, on va avoir un vrai dialogue constructif avec elle. Cependant, c'est l'éditeur qui a le dernier mot. Donc il s'agit de trancher, c'est à l'éditeur de trancher. C'est une première différence très importante. Concernant les attentes, c'est aussi le temps de l'auto-édition et le temps de l'édition est différent. Le temps de l'auto-édition, il se pratique plus sur un temps de 6 mois à 1 an et demi, sur des quantités de livres qui sont moindres. Le temps de l'édition, généralement, il va de 1 an et demi à 3 ou 4 ans. Le temps de préparer un ouvrage, puis de le distribuer. Donc forcément, ça induit des relations et des attentes qui sont différentes. Enfin, si tu parles d'attentes, je dirais que les attentes en termes de qualité ou en termes d'exigence, etc., pour moi, sont quasiment les mêmes entre l'auto-édition et l'édition, si ce n'est justement l'expérience des photographes peut-être, ou
ou peut-être leurs volontés qui vont être plus fermes dans le cadre de l'édition. On peut reprendre également cette partie de la rémunération qui est centrale dans un projet de livre, où souvent c'est une économie qui est assez lourde de créer un livre. En édition, je ne sais pas si, bref, si on faut rentrer dans ces détails-là, mais il y a des seuils à partir desquels vraiment ça peut commencer à devenir rémunérateur et vraiment intéressant pour les auteurs. C'est-à-dire, pour donner des éléments factuels, si on fait un livre, par exemple, à 1000 exemplaires en édition, c'est très très compliqué. Déjà, si on a l'équilibre financier pour l'auteur, c'est très bien. C'est même difficile de faire un livre en édition sans qu'il soit vendu 1000 livres en librairie. Moins de 1000 livres, il faut une subvention, il faut un apport extérieur, mais le modèle économique n'a pas de viabilité. Tout à fait. Et d'autant que ça a été un des constats à l'heure du lancement de la maison édition. La librairie, c'est un terrain très très difficile qui est saturé, encore une fois. Le métier de libraire est très complexe également. C'est des gens souvent qui sont seuls. On essaie au maximum de justement organiser des expositions, créer des moments, avoir une distribution justement qui soit très agile. Par exemple, Afghan Style, un ouvrage sur la mode afghane, par un photographe de mode, on a choisi de distribuer vraiment sur les Fashion Week, en suivant les Fashion Week européennes, et dans des lieux assez clés, et pas simplement de le mettre en librairie, parce que ça allait rendre service à l'auteur et qu'il allait pouvoir rencontrer son public, et aussi parce que c'était tout simplement plus rémunérateur pour lui et pour nous. Pour compléter par rapport aux quantités, etc., dont on parlait, effectivement, c'est un livre à partir de plus de 3000, 4000, 5000 exemplaires, où ça peut commencer à devenir très intéressant pour un auteur. Les modes de rémunération ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, donc tout ça c'est très particulier en édition. Mais peut-être que si, après, vous avez des questions plus précises, ça sera plus simple d'y répondre. Juste un élément factuel sur le plan économique, un livre qui est vendu en librairie, vous avez entre 56 et 64% de la valeur du livre qui part aux intermédiaires qui sont le libraire, le distributeur, le diffuseur et l'État avec 5,5% de TVA. Bon, l'État prend très peu, mais bref, l'économie du livre c'est pour un éditeur à peu près 36-40% à peu près de la valeur du livre avec lesquels il doit payer ses frais de structure, son auteur et son imprimeur. Donc c'est quand même assez... voilà, c'est pas une économie très facile. Et voilà. Par contre, dans l'auto-édition, effectivement, il y a moins d'intermédiaires. Et donc le retour sur investissement peut être plus rapide. D'où les tirages qui peuvent démarrer à des quantités bien moindres. Et je vais terminer effectivement juste sur la présentation de la maison édition. Comme le disait très bien Alain, c'est une maison d'édition qui a été créée par son papa il y a 31 ans cette année. Du coup, elle est dirigée par Alain, avec qui je co-dirige cette société d'édition. Du coup, c'est très bien de bénéficier de son expérience et surtout avec qui il fait le pont vraiment avec la technique, avec Escombiac, etc. On a la chance, je travaille très étroitement avec John aussi, qui nous conseille toujours très très bien, et c'est extrêmement agréable et une chance d'avoir en fait des personnes qui maîtrisent aussi bien le papier, les reliures, les artifices, la technique, comment un papier va résister, comment est-ce qu'on va travailler un nouveau livre, surtout en ayant toutes ces références en fait au quotidien de matériaux en fait avec lesquels travailler. Je travaille ensuite avec William, avec qui j'ai véritablement designé le plan de cette relance. William est comme moi photographe. Il a été pris il y a 2 ans maintenant chez Magnum Photo, un des plus jeunes nommés en tout cas chez Magnum. Il est également directeur artistique, il a cette double casquette. On travaille ensemble du coup sur le fond et la forme de chacun des ouvrages que nous publions. J'ai moi-même plusieurs casquettes, sachant que j'ai eu un passé assez particulier où j'ai travaillé dans l'industrie textile, où j'ai travaillé dans la vidéo, j'ai travaillé dans une petite maison d'édition, j'ai travaillé dans la production musicale et je continue d'organiser des événements et de manager des artistes en jazz et en musique électronique. Donc toutes ces casquettes-là, finalement, j'essaie aussi de les distiller dans la maison édition. C'est pourquoi on va être très actif dans la création de vidéos, dans la création de digital, dans des événements qu'on va être en mesure d'organiser, etc. Je forme depuis la création de la maison édition une éditrice junior qui, j'espère, pourra me remplacer dans mes fonctions d'éditeur, Romane Gaillan, qui, après ces presque 2 années déjà, a énormément appris et c'est passionnant de voir quelqu'un se développer et apprendre
dans une équipe comme la nôtre. Donc ça, c'est vraiment l'équipe centrale Odyssée. On collabore également avec Gilles Gargueret, qui se charge beaucoup de nos relations publiques et de la presse, qui est un point très important. Et enfin, on a tout un bassin d'amis et de directeurs, de graphistes, directeurs artistiques, graphic designers, avec qui on travaille sur les maquettes ou sur des problématiques assez particulières. Je pense. Gilles Gargueret était notamment s'occupait de la communication de Leica. Oui. Et voilà, il nous a mis en relation d'ailleurs avec la Fondation des Treilles, à côté de Draguignan, avec lequel on a créé un prix qui s'appelle le prix Escourbière Fondation des Treilles. Et c'est un prix d'édition justement. Il s'agit de présenter un projet de livre sur le seul élément imposé, c'est le thème de la Méditerranée. Mais du coup, après, on s'engage nous à éditer le livre et la Fondation des Treilles a organisé une résidence pour l'artiste pour qu'il ou elle puisse préparer son projet d'édition. Voilà, le premier livre du prix Escourbière Fondation des Treilles sera présenté à Arles cet été. Et la résidence est en cours et John et moi y allons la semaine prochaine pour accompagner d'abord Yegan et moi ensuite pour accompagner cette lauréate. Voilà, je passe la parole à Jean-Michel maintenant qui va nous parler de son expérience. Bonsoir à tous, donc je vais vous parler de ma modeste expérience. Je suis photographe de nature, ça fait 12 ans que je suis à mon compte. J'ai édité 3 livres, le premier en 2013, c'était plus un catalogue d'exposition. Et puis le suivant qui est un travail beaucoup plus personnel sur les ambiances très épurées de la nature, donc un livre très graphique que j'ai réalisé chez un éditeur en 2019. Et puis le dernier né qui est ici, que j'ai fait avec l'imprimeur Escourbiac en 2021, qui a vraiment été ma thérapie du confinement. Et c'est quand on parlait tout à l'heure de pourquoi on fait un livre, autant Évanescence de celui édité en 2019 a été vraiment un travail, une longue maturité, une longue maturation sur un travail personnel, sur les ambiances paysagères. Élément était dans la même mouvance, donc on va dire que le contenu était assez similaire au précédent livre. Donc en fait, le choix d'avoir opté pour l'auto-édition après avoir passé par une expérience d'édition a été vraiment un choix mûrement réfléchi et où en fait j'ai fait le bilan de tout ce que je voulais pas pour reprendre vraiment la main sur un objet personnel. Je crois que si on peut vraiment dire pourquoi je suis passé de l'expérience de l'édition à l'auto-édition, c'est vraiment la volonté de reprendre la main complètement sur la forme, sur les choix techniques de l'ouvrage, pour en faire vraiment un objet très personnel. Donc en fait, si on veut revenir sur l'approche des 2 ouvrages, les 2 ont vraiment vocation à montrer un travail, on va dire, abouti sur ce que j'aime le plus faire. Le premier, en fait, est né à la suite d'une première exposition. Donc, en fait, j'ai travaillé un peu à l'envers. Je ne suis pas parti d'un ouvrage pour lancer un cycle d'exposition, mais je suis parti de l'exposition qui a tellement bien marché que, en fait, c'était nécessaire pour moi de rematérialiser, de raconter une histoire à travers un livre pour aller toquer à la porte de galeries d'art. Donc c'était ça le cheminement. On va dire le côté vraiment positif de cette première expérience de beau livre, c'était de pouvoir profiter de l'expérience et l'expertise d'un éditeur qui en était à son 50e beau livre, on va dire, et qui a travaillé notamment avec Kyriakos Kaziras, qui est le photographe qui fait les photos d'ours, que tout le monde connaît. Donc c'est un peu par ce point d'entrée-là que je suis arrivé chez cet éditeur. J'ai beaucoup appris sur la manière d'agencer et de sélectionner les images. Mais là où j'ai été énormément frustré, c'était sur les choix techniques, non pas sur le format du livre, où on était assez d'accord, mais sur le choix du papier, sur la trame d'impression, et avec les déboires qu'il a pu y avoir par la suite. Mais on va dire, je prends aujourd'hui cette expérience-là comme une richesse et ça m'a permis vraiment d'évoluer par la suite, si même le deuxième ouvrage qui a été fait en auto-édition est arrivé assez vite, parce qu'en fait, le premier 2019, le suivant 2021, donc en fait, à l'échelle de l'édition d'un livre, c'est très rapproché. Et si on parle vraiment du déroulement du deuxième projet,
au mois de mai, je me suis mis dans la tête, puisque de toute façon, avec les confinements successifs, tous mes projets personnels tombent à l'eau, je vais lancer un projet qui va me permettre de ne dépendre que de moi. Et donc au mois de mai, je me suis dit, je ne vais pas attendre les déconfinements, je lance mon projet de livre, qui n'était pas du tout finalisé. J'étais à peu près à 60% de sélection d'images, il m'en manquait encore beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je le lance cette année, j'ai appelé Alain, et j'ai dit, il faut que tu me trouves un créneau pour que le livre sorte avant Noël. Et donc le livre a été imprimé en octobre 2021. Non, c'est ça. Donc c'était un peu une course contre la montre, mais c'était un beau challenge. J'ai dû à la fois mener de front la production d'images complémentaires pour avoir vraiment une sélection suffisamment pertinente et cohérente, et parallèlement mener de front à la fois la mise en page que j'ai faite moi-même, parce que bon, j'ai eu l'expérience de la mise en page, donc ça c'était pas un problème. Sur les choix papier, j'avais déjà on va dire, je savais où j'allais. Donc avec Alain, quand on a commencé à parler vraiment technique, on va dire, les choix ont été faits assez rapidement. Et j'ai eu besoin, on va dire, d'apports techniques plus sur le façonnage, sur le choix des papiers de couverture, mais j'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais sur la base de la précédente expérience, où je savais surtout ce que je voulais pas, je savais à peu près ce que je voulais techniquement, les choix papier, entre un papier, donc on est passé sur un papier couché et non pas sur un papier... Couché aussi, mais demi-mat, je crois. Alors le précédent était en demi-mat, mais la grande mode était d'imprimer sur des papiers très mat, non couchés. Et là, voilà, grand merci, parce que je m'orientais vers quelque chose où, quand j'ai vu les résultats des papiers non couchés, ça n'allait pas du tout dans l'esprit de ce que je voulais restituer. Le livre, surtout quand on est sur un beau livre, comme je disais, c'est un objet personnel, ça montre notre travail et notre travail le plus intime, et c'est un aboutissement, hein, c'est vraiment quelque chose qui est censé valoriser un travail, et là, en ce qui me concerne, un travail vraiment sur l'esthétisme, et donc il n'était pas question de passer à côté de choix techniques qui auraient pu être complètement contre-productifs sur le rendu final. Donc voilà un peu le résumé de cette expérience-là. Et aujourd'hui, je pense que voilà, le pari est réussi d'avoir fait un objet qui est personnel, et je ne me sens pas démuni par rapport à la réalisation et au rendu final du support. Et comment tu le distribues? Alors oui, je le distribue tout seul à l'occasion de festivals et en galerie d'art. Donc c'est pas du tout un livre qui est proposé dans les circuits classiques de diffusion comme le réseau de librairies. Je le diffuse à l'occasion de conférences et de festivals principalement. Et puis au démarrage, j'ai fait appel à une campagne de souscription, de crowdfunding, qui a permis de payer largement le coût de l'impression. Le pari, je crois, quand on veut lancer un projet d'auto-édition, c'est d'essayer d'avoir au moins de couvert les frais de production pour démarrer, un minimum. C'est souvent ce que l'on dit, c'est qu'en fait un livre, ça se finance autant avant qu'après. Et on a des moyens actuels pour pré-vendre un livre, et ces pré-ventes-là permettent d'avoir une vraie vision sur le nombre d'exemplaires que l'on va faire et sur les équilibres économiques du projet. Voilà, je voulais citer une autre expérience qu'on en a eue, similaire à celle de Jean-Michel, c'est Vincent Munier, il y a quelques années, qui est venu nous voir et qui m'a dit chaque fois que je fais un livre chez mon éditeur, je suis déçu. Alors maintenant, je vais faire un livre et je vais le faire moi-même. On va aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Et on a sorti son premier livre, enfin, c'est pas son premier livre parce qu'on en a fait 5 ou 6 avec lui, mais un double livre qui s'appelait Solitude, et qui est un livre qui était assez cher à fabriquer. Il était assez cher d'ailleurs en librairie, puisqu'il s'est vendu 110 €. Et néanmoins, on en est à la 3e réimpression. Voilà. Et une éditrice de chez La Martinière, dans une présentation que je faisais chez Agent d'Images, quand j'ai présenté ce livre, elle m'a dit il y a quelques années, mais ce livre-là, c'est nous qui aurions dû le faire. Et je lui ai dit, mais non, ce photographe-là était chez vous. Et il n'est plus. Et voilà, donc il n'y a pas une bonne solution, mais le fait de faire un objet abouti, effectivement, l'auto-édition le permet par rapport à des éditeurs traditionnels.
Et Vincent, dans le cadre de Solitude, c'est un artiste qui a une sensibilité incroyable, il a un art du cadrage, et cette sensibilité le portait à vouloir un objet différent. Tellement différent qu'à cette époque-là, il ne rentrait pas dans les cases esthétiques de ce que faisaient les maisons d'édition. Donc il s'est dit à un moment, je vais prendre mon destin en main et je vais faire à ma manière. Bien évidemment, derrière l'envie, il y avait des points techniques très forts à soulever et à résoudre pour pouvoir passer en production de ce double ouvrage fait avec des papiers bruts, non protégés pour les opérations de reliure, un livre avec une reliure à la suisse, qui est ce système de présentation du livre comme ceci. Et voilà, Vincent a pris son destin en main, il s'est entouré d'une équipe, et on a fait un livre disruptif qui a marqué vraiment la carrière de Vincent et qui a presque permis à un nouveau type de livre de trouver son public et d'exister. Et c'était très complexe parce qu'en fait, c'est normal que La Martinière n'ait pas fait un livre pareil parce qu'il était extrêmement fragile, ce livre. Il me disait qu'il sacrifiait pratiquement un livre par librairie parce qu'après quelques consultations par des gens qui ne sont pas très attentifs, ils ne font pas attention, les doubles livres, parce que c'était un double livre dans un coffret, ils étaient sacrifiés, quoi. Enfin, ils étaient abîmés. Et voilà, donc La Martinière, dans un modèle économique traditionnel de l'édition, n'aurait jamais sorti un livre pareil. C'est normal, comme le livre de Jean-Michel. Je pense que c'est un livre qui est assez précieux. Hein, je pense qu'il a une certaine fragilité. Et au bout de quelques manipulations par des gens qui ne font pas attention, il peut être altéré, il peut être abîmé. Mais c'est toute c'est cette fragilité-là aussi qui fait sa préciosité, je trouve. Mais voilà, donc on voit bien là les alternatives entre l'édition et l'auto-édition. On va faire un livre prochainement avec Françoise Huguet aussi, qui a été aussi publié par pas mal d'éditeurs et qui venait chez nous aussi pour avoir cet accompagnement jusqu'au bout, quoi. On va faire un tirage de tête avec on va l'éditer d'ailleurs, Françoise, mais à un moment donné elle m'a dit mais écoute, ce à quoi elle était sensible elle aussi, elle m'a dit écoute, si je fais mon livre avec tel éditeur chez qui j'ai présenté le projet, déjà il va pas l'imprimer chez toi et en plus je vais pas être autant associé à l'objet qu'on le sera ensemble. Voilà, donc tu veux parler de Françoise? Okay. Et en fait, on s'est rendu compte avec Françoise Huguet, c'était particulièrement flagrant, que beaucoup, et je le vois même, je rencontre de plus en plus d'éditeurs qui ont une certaine manière de travailler, et tant mieux, je pense qu'il faut plein de modèles plein de personnes différentes et plein de modèles de travail différents. Mais où justement l'éditeur prend beaucoup plus la main sur la maquette et va vraiment parfois sans le vouloir déposséder l'auteur de son travail ou de sa vision. Avec Françoise, elle est venue avec une maquette qui était particulièrement aboutie, avec des codes vraiment, reprendre des codes soviétiques en fait des années 50 de la presse russe, très minimaliste, très brutaliste dans les choix, etc. Et son éditeur de l'époque, Actes Sud, voulait totalement remanier la maquette. Nous, au contraire, ce qu'on a essayé de faire, ça a été à la fois de respecter ces choix qui étaient assez prononcés et qui personnellement nous plaisaient beaucoup, mais ensuite, surtout, d'appuyer ces choix. En fait, d'appuyer ces choix dans le coffret qu'on allait réaliser, qui lui aussi est très brutaliste, qui appuie sur ses volontés un petit peu. Typiquement, on a pris une toile pour le coffret qui fait un petit peu neige sale. On a gardé des codes très épurés, en fait, où vraiment limite, ça brille par le côté très monolithique de l'objet et par l'absence d'ornement. Il faut peut-être parler du sujet pour comprendre la neige sale. Oui, pardon. Oui. Le sujet s'appelle 1992, l'ouvrage, et en fait, il traite d'un voyage en fait, qui est le même que celui de son livre En route pour Bering, celui qu'elle a réalisé en Sibérie, entre 1991 et 1992, sauf que le premier était plus axé autour des gens qu'elle a rencontrés. Le second, celui-là, est plus concentré sur les paysages, et sur en fait finalement la fonte du permafrost dans ce territoire qui est
première loge en fait, de la fonte des glaces et du dérèglement climatique. Donc, beaucoup de photos de cette nature-là, beaucoup de cette nature en fait abîmée. Et ce coffret-là, on a essayé vraiment, et c'est ce qu'on fait de plus en plus avec nos auteurs, c'est vraiment d'aller chercher dans leurs objets, d'aller chercher dans leur histoire, d'aller chercher dans leur sensibilité, d'aller chercher des choses qui leur sont chères, pour les faire vraiment apparaître dans le livre et qu'on arrive aussi à sentir pas seulement le sujet, mais la personnalité de l'auteur dans son ouvrage. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec elle. Entre autres, dans un des 2 tirages de tête qu'on fait avec elle, il y a son carnet, donc on a reproduit à l'identique son carnet qu'elle avait avec elle en Sibérie, un 240 pages qu'on a totalement reproduit et qui est limité à 20 exemplaires dans cette édition du tirage de tête. Voilà. Alors on fait des tirages de tête aussi, par rapport à l'époque où on a commencé à être partenaire de l'UPB. On a monté il y a 4 ans un atelier de façonnage d'exception, en fait, on appelle ça. On a recruté un artisan qui était parisien, qui a déménagé avec femme et enfant dans notre région. On lui a acheté exactement le matériel qu'il voulait, donc c'était parfois des tables de découpe extrêmement précises au micron, qui sont capables de découper au micron, et en même temps des vieilles machines aussi qui font des marquages à chaud avec une frappe incroyable. Et il a une technicité, un savoir-faire incroyable et en même temps une créativité. Vous voyez, ça c'est un livre en auto-édition qui a été fait par un photographe qui travaille sur le bassin d'Arcachon, le bassin romantique, et le coffret donc avec cette ouverture, cette espèce de Marie-Louise avec ce marquage à chaud qui est artificiellement vieilli pour se rapprocher des photos qui ressemblent à des gravures. Voilà, c'est lui qui l'a proposé. Et voilà, on a fait aussi dans le cadre d'Odyssée un coffret sur le livre qui est là-bas, qui s'appelle Neptune, Carène acte 2. Oui, Carène. Et là, la particularité du coffret, qu'on n'a pas pu amener parce qu'on est venu en scooter à 4, parce qu'il y a un peu de cause des problèmes de transport, mais bref, on a repris sur le coffret reprend une partie de la carène du Queen Mary 2, cette partie ici, avec des soudures et des traces de rouille. Et en fait, il a gravé une plaque en aluminium qui a servi à imprimer le livre, et on l'a mis sur la couverture du coffret. Et en fait, vous avez une parfaite continuité entre la couverture du coffret qui est en aluminium, les bords du livre, et voilà, le livre qui est lové à l'intérieur dans du matériau en velours. Donc ça fait un enchaînement de matières, de toucher, froid, chaud, etc. Voilà, on va jusqu'au bout dans la sophistication des coffrets, des écrans que l'on met pour les tirages de tête. Et ça vaut à la fois chez nous pour l'édition et l'auto-édition. Ça, c'est commun. Mais en tout cas, voilà, la libraire de chez Arcuria qui est passée à notre showroom il y a 15 jours ou 3 semaines, voilà, au bout d'un quart d'heure, peut-être un peu moins, 10 minutes, a rapidement dit mais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et vous voyez, j'ai pas l'équivalent dans ma librairie. Voilà, donc les prochains lancements, Françoise Huguet, je crois. Le prochain lancement d'Odyssée, c'est un monsieur qui avait une maison de haute couture qui s'appelle Perspook. On va lancer son prochain livre chez Arcurial avec son tirage de tête le 11 avril. Et le 13 mai pour Françoise Huguet. Et le 13 mai pour Françoise Huguet, toujours chez Arcurial, et l'édition normale chez Artazar. Le 4 mai. Merci. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ah, pardon. Oui, juste 2-3 petites choses pour rebondir sur les différentes expériences. Vous l'avez peut-être senti, mais c'est très présent chez nous. On prend beaucoup de plaisir à faire notre métier et à travailler ensemble. Jean-Michel parlait de thérapie tout à l'heure. Faire un livre, c'est terriblement introspectif. Ça bouleverse beaucoup de choses. Ça impacte sa vie personnelle et sa vie familiale. Et nous, on part du principe que cette équipe qu'on a mis en place et qui s'est élargie et qui prend plaisir à travailler ensemble est là pour faire en sorte que le chemin de la réalisation de ce livre soit aussi plaisant que la destination, le livre en main et sa distribution. Et c'est vraiment fondamental. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour avancer. On a une montagne à déplacer avec une petite cuillère. Donc c'est énormément de chantiers à mener, énormément de problématiques à résoudre. Il y a des photographes ou des artistes
qui ont plusieurs talents à leur actif et qui sont capables de réseauter sur les réseaux sociaux, en plus de faire de belles photos, qui sont capables d'écrire des textes sur leur travail, qui sont capables d'aller vers les autres pour faire la promotion de l'ouvrage, tant mieux. Et ces gens-là, on conserve leur force. Comme disait Jean-Michel, l'auteur reste au centre de son projet, puisqu'il sait faire des choses, et éventuellement il se muscle, hein, parce que quand on l'a fait une fois, on est prêt à le refaire une deuxième fois, on apprend beaucoup, et c'est un modèle qui est tout à fait pertinent. Par contre, on a dans les artistes qu'on a accompagnés, des gens qui ont une activité professionnelle autre que la photographie, très soutenue, mais qui veulent passer un cap et se faire une légitimité dans le monde artistique. Et là, ils n'ont pas le temps de mener tous ces chantiers, et ils sont lucides, ils n'ont pas le talent pour mener tous ces sous-chantiers. Donc ils viennent chez nous, et à ce moment-là, naturellement, de l'auto-édition, on bascule vers l'édition, pour que tous ces chantiers puissent être menés par des spécialistes. L'édition est un modèle qui est en plein bouleversement. Le paradoxe, c'est qu'on fait de plus en plus de livres, mais qu'il y a aussi de plus en plus de livres qui partent au pilon, et qu'on est dans une logique frénétique de quantité de publications pour se refaire au coup d'après. Alors que nous, notre perception, c'est de faire des choses qui sont pertinentes et adaptées au public qui est souhaité. Si c'est un public de 500 personnes, pourquoi faire 1000 livres? Si c'est un public de 2500 personnes sur 5 continents, pourquoi ne faire que 500 livres? Les deux projets peuvent être très intéressants artistiquement. Ce qui est important, c'est de comprendre la portée du projet, celle que veut l'artiste pour son projet, et de mettre en branle les bons outils. Yigan, tout à l'heure, était assez modeste quand il a commencé sa présentation, en parlant de son jeune âge, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un frénétique de boulot, et aujourd'hui on dirait peut-être un star-stopper. Il a eu plusieurs vies. Il a travaillé dans le monde de la musique, il a travaillé dans le monde de l'édition, il a travaillé dans le monde de la mode. C'est une caractéristique des gens qui composent l'équipe. William Keogh, dont Yigan parlait tout à l'heure, est quelqu'un qui a une formation graphique et qui a travaillé dans une des plus grandes agences de publicité parisiennes. Donc c'est pas rien, il arrive, tout comme Yigan, avec une vraie compétence. Gilles Cargueret, dont on parlait tout à l'heure, est quelqu'un qui a travaillé dans le monde du luxe pour de très grandes marques internationales. Donc il a une vision, il nous apporte un regard différent. Et tout ça nous permet, nous, dans cette structure jeune, hein, là, on est encore jeune, dans cette structure dynamique, dans cette structure où on prend du plaisir à travailler, on a ce capital de disruptivité. On peut bousculer les codes, on peut faire les choses d'une manière différente que les grands acteurs du monde de l'édition, qui sont des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui sont peut-être parfois un petit peu sclérosés, parce qu'ils n'ont qu'une manière de voir le traitement du livre. Alors que nous, tous ces regards différents, tous ces temps d'échange qu'on a ensemble en équipe, y compris, comme l'a dit Yigan tout à l'heure, sur des projets auto-édités. C'est pas parce que c'est auto-édité qu'on se refuse d'aller chercher un talent pour un chantier particulier. Toutes ces discussions qu'on a entre nous nous enrichissent et bien évidemment sont portées au profit des auteurs avec lesquels on travaille. Bien, parfait. Pardonnez-moi, c'est à cause du 49.3. Ouais. Merci Serge, à bientôt. Ça Merci ne d'être surprend venu. pas, ça tient. Je me posais une question. Est-ce que vous avez ressenti un pic de production et de demande à partir de la loi de 2020 qui a ouvert aux revenus, qui étaient les revenus principaux, et qui donc a ouvert le crowdfunding et puis l'auto-édition sous le statut d'auteur? Est-ce que tout d'un coup ça a été un pic particulier ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Non, pas tant
comme ça? Le pic, ça a été, je pense, pour nous, c'était le Covid en fait. Parce que le Covid a suscité beaucoup de projets en fait, d'édition, de photographes, certains qui sont là, qui ont été visiter leur environnement, qui ont découvert un environnement comme ils ne l'avaient jamais vu, et d'autres qui étaient coincés chez eux et qui ont travaillé sur leur fond et qui se sont dit, mais voilà, il faudrait qu'à un moment donné que j'en fasse quelque chose, et donc faisons un livre parce que je l'ai. Des archives ont du bon. Comme Jean-Michel. Oui, c'était vraiment le besoin de se nourrir intellectuellement. C'était ma manière de ne pas devenir complètement dingo, de travailler sur un projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc ce projet-là, je l'avais, mais à une échéance plus longue. Et en fait, le Covid a été un accélérateur. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, d'un point de vue fiscal, quand même, les dispositions de janvier 2020 n'ont pas été neutres. Moi, ça a été un élément déclencheur quand même. Le fait de pouvoir vendre, en tant qu'auteur-photographe, des livres sur les festivals et sur les lieux d'exposition, sur le livre précédent, en fait, il fallait que je vende ça sous le statut d'auto-entrepreneur. Absolument. Fiscalement, c'était pas la même chose. Donc même si j'avais un bon deal avec l'éditeur, parce que lui vendait sur le réseau de librairie, et moi je rachetais une partie du stock à prix très avantageux, au prix diffuseur, sur mon réseau en direct, sur des lieux que lui ne touchait pas. Mais fiscalement, et même au bout du compte, financièrement, c'était beaucoup moins intéressant. Oui, bien sûr. Donc vraiment l'extension des revenus comme ça, c'est bon, le combat de l'UPP et d'autres organisations. Donc on a tous poussé pour que ça puisse être inclus dans le statut d'auteur. Bon, combien il y en a qui veulent faire de livres ce soir? Levez la main. N'ayez pas honte. Voilà, très bien, super. Bon, vous avez plein de questions, j'imagine. Qui commence? Juste une petite question. Alors, attendez, on va prendre les micros, parce que tout est enregistré. Oui, bonjour. C'est juste parce que je connais rien du tout, mais c'est quoi cette histoire de tirage de tête par rapport à un tirage normal, quoi? En fait, le tirage de tête, ça vient de l'époque où on imprimait avec des caractères de plomb. Et les caractères de plomb s'usaient au fur et à mesure de l'impression. Donc les premiers exemplaires qui sortaient des imprimeries étaient des exemplaires qui étaient les mieux frappés. Les caractères étaient les mieux dessinés. Donc les amateurs préféraient les tirages de tête, donc les premiers exemplaires sortis. Alors, maintenant, c'est un peu du marketing, c'est-à-dire qu'on fait des tirages de tête dans le domaine artistique, et en fait, le principe, c'est de faire une série limitée, qui va être différenciée de l'ensemble du tirage, de façon, et qui va avoir des éléments complémentaires, un tirage original, par exemple, un écran, comme là, ce qu'on a vu tout à l'heure là, de Nicolas Seurat, il y avait un tirage original dedans, et au lieu d'être vendu 40, 50 ou 60 euros comme le livre, ça va être vendu 3, 4, 5 fois plus cher, quoi. Ça peut être vendu jusqu'à 900, 1000 ou 2000 euros. Exactement. En fait, oui, c'est pour graduer un petit peu l'offre que l'on fait et proposer à des gens qui ont davantage les moyens, qui sont aussi peut-être des passionnés du travail du photographe en question, de pouvoir acheter quelque chose de différent, de différencié, qui va être numéroté et qui vont pouvoir conserver et collectionner. C'est une question importante, il y a plein de gens qui... Micro. Ouais. Non, je disais, c'est pas une petite question, c'est une question importante. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un tirage de tête. Et effectivement, ça revient beaucoup. En tout cas, on nous a souvent dit récemment que c'était très bien de voir des éditeurs, des jeunes éditeurs, relancer aussi cette tradition du tirage de tête, qui nous, en fait, en tant qu'éditeur, nous vient d'Escourbiac, mais qui est à la fois, moi en tant que passionné de livres, ou même de bande dessinée, enfin l'objet de papier en général, assez formidable à collectionner. Mais aussi nous en tant qu'éditeur ou imprimeur, c'est passionnant à travailler. C'est-à-dire ça permet vraiment de sortir de typiquement l'objet livre, c'est-à-dire par exemple là on est en train de sortir une petite collection avec 4 ouvrages où j'ai posé la problématique aux jeunes auteurs de nous faire 4 tirages de tête. Il y a un des sujets qui est sur le foot, du coup en fait au lieu d'accompagner le tirage de tête d'un tirage, en fait ça va être avec des maillots de foot numérotés. Du coup, on va faire un beau coton, on va faire etc. Enfin, on va vraiment faire une création textile pour aller avec l'ouvrage. L'autre, c'est par rapport à de l'esclavagisme au Liban. Du coup, en fait, il y a des lettres qui ont été envoyées, qui étaient manuscrites, etc. On va reproduire ces lettres-là, qu'on va mettre dans un écrin, etc. avec l'ouvrage. Enfin, à chaque fois, ça va nous permettre vraiment
d'aller plus loin. Là, sur Afghan Style, on a changé l'image en cuvette pour l'édition spéciale. On voit qu'il y a 2 personnages, dont un en soustraction. Donc en fait, dans l'écrin qui est en fait transparent pour le tirage de tête, il vient dévoiler le personnage, du coup en transparence comme ça, il revient. Et à l'intérieur, en fait, l'auteur nous a envoyé 2 passeports qu'il a conservés, qu'il a déclaré volés. On a découpé page par page chacune des pages de son passeport. Étant designer, le sac en cuir, on a repris le design d'une pochette en cuir qui faisait pour des sacs à montre, qu'on a attaché sur ce plateau de couverture et dans lesquels on a glissé une à une les pages de passeport signées par l'auteur. Donc en fait, à chaque fois, ça nous permet d'aller un peu plus loin, un peu de nous amuser un petit peu plus et de dévoiler plus de personnalité aux objets, de donner plus de personnalité aux objets. Le dernier coffret qu'on va faire pour ce tirage de tête, c'est ce livre sur les commandos de marine, Neptune. Et là, on va avoir 2 séries dans le tirage de tête, une série avec le livre et des tirages du photographe, et une série encore plus limitée dans laquelle il y aura la sangle de vie qui relie les plongeurs du commando Hubert. Quand ils plongent, ils ont une sangle de vie qui les relie entre eux, et donc il y aura une sangle de vie autour du livre dans le coffret. Voilà, et là par contre cette série-là il n'aura que 20, parce que c'est quand même assez coûteux à fabriquer. Mais par contre il y aura 177 coffrets, en fait, exactement le même nombre que le nombre de membres de ce commando qui ont débarqué en 1944 lors du débarquement. Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Justement, pour rebondir sur le tirage de tête, je voulais savoir si le nombre qui est décidé est quelque chose de prendre dans les livres que j'apprécie et c'est vrai que c'est un peu un nombre maximal que j'ai vu pour le moment. Comment c'est défini? Comment vous le définissez par rapport à ça? C'est un peu compliqué de définir et de tomber précisément, d'avoir une méthode de calcul qui soit toujours la bonne. En général, le conseil qu'on donne, c'est à peu près 10% du tirage. On fait un tirage à 1000, on va en faire une centaine. D'accord. Ça dépend du public aussi. Oui. Voilà, là pour Neptune, on en a fait 2 tirages de tête, parce qu'à la demande d'Arcurial qui nous a dit, mais vu la qualité des coffrets que vous voulez, moi je veux vendre des coffrets bien plus chers que ce que vous vendez d'habitude, donc il faut m'apporter quelque chose en plus. Donc on a fait 2 séries de tirages de tête. Bonsoir. J'avais une petite question par rapport pour un premier livre en auto-édition de vos expériences. Qu'est-ce qui vous paraît réaliste, même si j'ai bien compris qu'il y avait plein de cas de figure différents, qu'est-ce qui vous paraît réaliste en termes de nombre d'exemplaires, par rapport aussi à la distribution et le temps, en fait, j'ai souvent entendu cette idée que si un an passe et qu'on a toujours des cartons de livres, enfin voilà, juste qu'est-ce qui paraît réaliste pour un premier livre en auto-édition? En fait, il n'y a pas de réponse comme ça dépend du thème du livre, ça dépend de votre communauté aussi, de comment vous rayonnez sur les réseaux sociaux, qui vous connaît, qui ne vous connaît pas. Et voilà, donc il n'y a pas une réponse, quoi. Mais voilà, par contre, ce que je me plais à dire souvent, c'est que dans l'auto-édition, le rapport au temps n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un éditeur, souvent, enfin les éditeurs traditionnels, quand une nouveauté ne marche pas, au bout de 3 mois, le libraire a la possibilité de retourner les livres. Et donc, s'il retourne ses livres, il y a un processus comptable qui s'appelle l'avoir. Et donc, l'éditeur va devoir faire un avoir. Mais pour que dans sa comptabilité, il n'ait pas de chiffre d'affaires négatif, eh bien, il va sortir une nouveauté. Et dont la nouveauté va remplacer le livre qui est retourné, etc. Et vous comprenez que tous les 3 mois, enfin régulièrement, il y a des nouveautés, etc. Et des livres qui reviennent, qui font des allers-retours, parfois entre les libraires et les distributeurs, et après qui partent au pilon. Et voilà, donc un livre qui n'a pas sa place dans la librairie au bout d'un certain nombre de mois, de périodes, s'il n'a pas trouvé son public, eh bien, il repart à l'envoyeur et il est remplacé par un autre. Dans l'auto-édition, on peut se donner du temps de voir les choses, d'envisager les choses, pardon, et ça peut se vendre sur plusieurs années, quoi. Toujours pareil, si le livre est juste au départ, c'est-à-dire juste, c'est-à-dire qu'il a une maquette qui n'est pas démodée au moment où il sort, si le sujet est un sujet d'actualité qui ne va pas aussi non plus être démodé de 6 mois après, mais à cette condition-là, il n'y a pas de raison que vous ne vendiez pas 5 ans après. Voilà, parce qu'il n'y a pas. Dans le cadre d'une auto-édition, l'édition c'est plus compliqué.
très important de comprendre que le rôle d'un imprimeur, c'est de mettre de l'encre sur du papier, mais qu'on est bien plus que ça. Et que je parlais tout à l'heure de compréhension du sujet, de compréhension qui était le porteur du projet, et de restitution. Toutes ces questions, en général, arrivent dans le cours de cet échange, de cette discussion, et on essaye de calibrer une réponse adaptée au porteur du projet avec lequel on entame ce travail. Et le bon projet, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est celui qui répond à ces deux questions: pourquoi je fais le livre et à qui je le destine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un vrai succès en faisant 250 livres, et vous pouvez avoir un vrai succès en faisant 2500. Il n'y a pas à opposer les deux mondes. Donc tout cet échange qui prend du temps, qui demande une finesse de compréhension et un écosystème, celui notamment du showroom, on a une Arcadet, mais on a le même dans le sud de la France avec les équipes commerciales qui sont dans le sud de la France, permettent de rentrer suffisamment loin dans le projet pour sentir ce qui sonne juste. Et effectivement, l'étape d'après, c'est de faire un livre qui sonne juste. Parce qu'on voit malheureusement des artistes qui viennent nous voir en disant: vous savez, je vous avais contacté et puis finalement j'avais demandé un prix ailleurs, j'ai cédé aux sirènes de vos confrères, il faut que je sois honnête avec vous, j'ai reçu mon livre et il est dans des cartons à la cave parce que je ne sens pas, c'est pas le projet dont j'avais envie. Donc je reviens vous voir, comme à un moment Jean-Michel l'a fait, en disant: voilà, je sais ce que je veux, je veux être exigeant et je veux être bien accompagné. Si le livre sonne juste, il trouvera son public. Si le livre sonne juste, il durera dans le temps. Si vous êtes jeune photographe, il est tout à fait pertinent que vous ayez des livres encore en vente, pas 500, mais peut-être une cinquantaine, dans 5 ans. Oui, j'ai une question, si vous permettez, un peu technique. Moi, j'ai le projet de faire une monographie avec mon travail personnel de 50 ans de photos en noir et blanc. Et je voulais savoir si je vous donnais à faire un bouquin, 100 exemplaires en offset, par exemple, est-ce que vous me donnez les typons? Je vais juste répondre aussi à la question précédente sur un petit point, et après je reviens là-dessus, je passerai la parole plutôt. J'allais te dire, le crowdfunding est un super outil aussi pour jauger en amont, pour se dire ok, est-ce que j'en ai prévendu 200, 300, 500, et du coup prendre une jauge et voir comment ça réagit. C'est hyper important ce genre d'outil-là. Le début, je dirais que ça peut près 200 exemplaires. 200 exemplaires à peu près pour faire une auto. Il n'y a pas de règle, hein, mais disons, souvent je le vois comme ça. Et après, si tu arrives à 1000 exemplaires en auto-édition, c'est que tu commences à avoir les épaules pour aller en édition ensuite à basculer. Excusez-moi. Les typos. John, les typos. Le métier a énormément évolué, le digital a bouleversé notre manière de travailler et il n'y a plus de typons. Il n'y a plus de typons, c'est-à-dire, je pense que vous faites référence au film qui était développé et qui permettait de graver des plaques qui sont le support d'impression. Aujourd'hui, on passe directement d'un fichier numérique via un flux numérique sur des plaques qui sont gravées au laser. Ces plaques sont accrochées en machine, c'est l'opération qu'on appelle le calage. Et d'ailleurs, chez nous, nos ateliers sont ouverts. On a tous les jours de l'année au moins un artiste, parfois 2 par jour, qui vient assister au démarrage de son livre, dans cette étape que j'appelle le calage. Donc on accroche les supports imprimés sur la presse offset qui, pour vous donner une petite idée, fait 1,5 fois la longueur de la pièce. Donc je vous décris souvent comme des artisans industriels. Une machine qui fait 1,5 fois la longueur de la pièce, on est dans l'industrie. C'est pour ça aussi qu'on est bien positionné en termes de prix, parce qu'on travaille avec du matériel récent qui a un très bon niveau de productivité. Mais ces plaques, à l'issue du tirage, elles sont enlevées de la machine et elles sont recyclées. Elles ne sont pas conservées. Elles ne sont pas conservées. Par contre, si vous voulez récupérer vos fichiers, ceux qui ont servi à imprimer votre livre, avec tous les réglages de photogravure qui ont été faits, notamment le traitement de vos images en bichromie ou en trichromie, ces fichiers vous appartiennent et à l'issue du tirage, on vous les retourne
en sachant que de toute façon, ils sont conservés chez nous dans le temps. Donc si 5 ans après, vous voulez rééditer votre livre, on a tout le matériel qui est conservé. Je comprends. Mais attendez, moi par exemple, je travaille en noir et blanc, en argentique, je fais de la vraie photo, je tire moi-même les... Pas de débat. Est-ce que vous préférez que je vous donne des tirages, des bromures, ou des fichiers que j'aurais scannés moi-même? Il faut les deux. Il faut les fichiers numériques et en référent sur du papier. Comme une les référence, tirages. oui. Ok. Ouais, pour pouvoir adapter après la photogravure et donc la technique d'impression au tirage que vous nous avez montré. Bien sûr. Voilà, et par rapport aux plaques, je revenais aux plaques, on ne jette pas les plaques pour le plaisir de les jeter, mais elles s'oxydent au bout d'une semaine. Donc ça ne servira à rien de les conserver pour une réimpression éventuelle. On parle de recycler, juste un élément important, parce que ça fait partie de notre ADN. Entreprise familiale, ancrée en France, 60 ans d'existence. On est fiers d'être imprimeur français, façonnier français. On est aux alentours de 50 collaborateurs sur le site, donc c'est autant de familles qui vivent autour de l'entreprise. Et on a la fierté de faire du Made in France avec toutes les règles qui permettent à nos sociétés dans l'avenir de fonctionner correctement. Donc on est certifié Imprime Vert, on imprime sur des papiers qui sont sourcés, nos rejets sont tous recyclés, on a des panneaux solaires sur l'entreprise, on a une flotte de véhicules électriques ou hybrides. Bref, toutes ces petites choses qui pour nous ont beaucoup d'importance et qui ne sont pas forcément la réalité à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Et je me fais un point d'honneur à le spécifier, parce que ce sont des emplois en France, ce sont des impôts qu'on paye en France, et Dieu sait si on en paye, et on le fait avec le sourire, parce qu'on trouve qu'on vit dans un pays merveilleux, et on fait les choses bien. Merci Dieu. Oui, bonsoir. Pardon, la première question, ça a été répondu, c'est une question de chiffres. Vous pouvez confirmer que le tirage médian des livres, c'est à peu près 200 exemplaires, c'est ce que vous avez dit? Chez nous? Non, le tirage médian il est plus élevé. Non, en auto-édition, c'était le début à 200 exemplaires, vraiment le minimum. Mais au niveau médian médian, je dirais 600-800 exemplaires à peu près. En auto-édition? À peu près. En auto-édition. Et en édition de 1000 à 3000 1500? Oui, entre 1800 à 5000, enfin plus. Oui, ou après plus, mais voilà. De manière générale, on est 1000, c'est le minimum en édition, et après, je crois qu'il faut... En édition, on est souvent à 1000, on ne va pas en dessous de 1000 en fait, encore une fois parce qu'on fabrique en France et on travaille beaucoup autour des ouvrages, du coup... Je suis pas d'accord. En dessous de 1000 En fait, c'est pas parce qu'on fabrique en France qu'il faut fabriquer minimum à 1000. C'est le modèle économique de l'édition qui ne permet pas de fabriquer à 1000. Mais fabriquer en France, on n'a pas un différentiel très important par rapport à d'autres imprimeurs. Hein. Mais c'est le modèle économique. Voilà. Et en même temps, voilà, pour l'instant, on n'a jamais fait appel à des subventions aussi pour des publications. Beaucoup de confrères et éditeurs font appel à beaucoup de subventions. Le ministère de la Culture souffre beaucoup de subventions. Et voilà, et après, ça part être imprimé à droite et à gauche. Ça nous agace un peu, nous, parce que ces subventions, on les paye indirectement avec nos impôts aussi, comme disait John tout à l'heure. Mais voilà, c'est le modèle économique de l'édition qui est assez complexe et qui ne permet pas de faire un livre qui sera vendu à moins de 2000 exemplaires en librairie. C'est aussi parce que D'accord, donc là j'ai une... Pardon, j'allais juste... je pense que c'est aussi parce que ça permet de faire des économies d'échelle. En offset, à partir de 1000, 2000 ou 3000, ça permet clairement de commencer à faire des économies d'échelle. Tout à fait. Et c'est un petit peu appuyé si je compare à des ouvrages, même d'amis, qui ont fait imprimer en Chine, ou comme ça, pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur en termes de prix du livre, pas sur la même qualité non plus du tout. Mais du coup, effectivement, on voit souvent, nous on va démarrer l'édition à 1000 exemplaires. La majorité du temps, aujourd'hui, surtout avec la logique de fond qu'on développe, on commence à vouloir vraiment avoir un fond photographique pour, comme les grandes maisons d'édition, en fait, assez historiques, garder des livres dans le temps également, pas que pour l'immédiateté de la sortie.
Et quand on a un livre où on sait qu'il va bien se vendre et que on va pouvoir le travailler correctement, on commence à 3000 généralement pour pas avoir non plus un stock gigantesque et on prévoit les réimpressions ensuite. D'accord. Par contre, ce qu'il y a, c'est que là, c'était la question un peu terre à terre, hein, les chiffres, les statistiques, les choses comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la présentation, vous êtes tous passionnés, très fébriles quant à la question de la création, la matière, le contenu. Et puis nous, on est fébriles sur l'envie de publier quelque part. C'est pour ça qu'on répond à l'invitation de ce soir. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir M. Scorbiac, hein, on s'est vu il y a 3 semaines, pour le même parcours que M. Lenoir sur la question du confinement, d'envie de présenter un travail, ce que j'ai fait aussi de mon côté. Ce qu'il y a, c'est que quand vous parlez à la fois de ce plaisir de la création, de diffusion, et qu'il y a la réalité du marché avec combien d'exemplaires, le budget, où est-ce qu'on peut concilier la situation? Puisque si on vient nous ce soir, c'est qu'on est un primo prétendant à l'édition. Je ne sais pas si on comprend bien la question à ce niveau-là. Sur l'auteur qui n'est pas encore vraiment connu sur la question du tirage, et puis la question d'ambition de la diffusion. Tu veux répondre, John? Alors, c'est fondamental, bien évidemment. La pierre angulaire de tout ça, c'est l'économie du livre. Et dans les échanges, une fois qu'on a compris le pourquoi et pour qui l'ouvrage, on vient mettre à un moment la dimension à quel prix? À quel prix? Avec quelle rentabilité? Alors, désolé, il n'y a pas de bonne réponse, puisque chaque fois c'est adapté au profil du client, de l'auteur qui porte le projet et de sa communauté. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que notre offre commerciale, ce qui est déjà une sacrée gageure, démarre sur des livres en qualité offset, édition, c'est-à-dire sans compromis, à partir de 100 exemplaires. Donc c'est déjà très très bas. Il faut être lucide, si vous fabriquez un livre à 100 exemplaires, votre livre, il y a des chances qu'il vous coûte à produire aussi cher que le prix auquel vous pourriez le vendre. Mais c'est pas grave. Si votre projet est de faire que le livre existe, si vous vous débrouillez bien et que vous vendez les 100 livres, vous serez globalement à un point d'équilibre où vous vous serez fait plaisir, au lieu de partir en Airbnb en Normandie pendant un week-end, eh bien vous aurez votre livre et c'est une vraie satisfaction. Mais cette réponse-là, qui est une réponse positive à un cas de figure, dans un autre cas de figure, ce serait peut-être de se dire, et c'est ce qu'on vit tous les jours, je viens avec une volonté de faire 100 livres, mais finalement j'ai bien compris qu'une fois que j'ai tout initié, y compris ma dynamique personnelle, de faire mon editing, éventuellement de faire la mise en page et de me tourner vers un public pour essayer de faire la promotion de mon travail, bah, j'ai peut-être tout intérêt à faire 150 livres, 200 livres ou 250 livres. La notion de quantité, c'est un point crucial. Personne n'a de baguette magique, parce que si c'était le cas, ça se saurait, et ça vaudrait une fortune cette baguette magique. Personne n'a de baguette magique. Il faut, avec lucidité et pragmatisme, arriver à savoir comment on se positionne, quelle est sa communauté, combien coûte le projet, quelles sont les alternatives économiques et comment au final je me positionne. Et ça fait aussi partie de notre accompagnement. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une machine qui faisait 1,5 fois la longueur de la pièce. On a parlé de tirage de tête, de coffret prestige, etc. Mais on fait avec bonheur des livres beaucoup plus modestes. Nous sommes aussi aujourd'hui imprimeurs numériques, ce qui permet d'avoir un point d'entrée dans le monde du livre avec un point d'accès beaucoup plus bas en termes de prix. Et il faut savoir que chez nous, notre presse numérique est pilotée par un meilleur ouvrier de France, offsetiste, qui est celui qui a démarré notre 8 couleurs. C'est-à-dire que là aussi, je parlais de disruptivité, on a pris le contre-pied de nos confrères, qui était de dire j'ai une activité noble, c'est l'impression offset, je monte une activité commerciale parce que ça répond à des besoins de marché, qui est l'activité numérique, donc je vais mettre cette machine dans un bâtiment différent et je vais mettre un petit jeune qui est un roi de la console Sega dessus. Donc il va appuyer avec pertinence sur des boutons
il va bouffer du fichier à longueur de journée et ça ira très bien. Et bien nous, on dit non. Nous, on met un meilleur ouvrier de France sur une machine numérique qui a été testée et qu'on a acheté pour ses capacités à faire de la belle image, et on fait des projets à 100, à 150 exemplaires en numérique, pour lesquels l'équation pour qui, pourquoi, à quel prix est parfaitement bouclée. Je vous montre 2 livres imprimés en numérique. Oui, Isabelle Chapuis, qui est une jeune photographe, qui a énormément de talent, qui a la chance d'être portée par une galerie et qui voulait absolument fermer son histoire de son projet photographique, cette séquence-là, par un livre, parce que ça sert aussi à ça, un livre. N'avait pas les moyens de faire un livre en 9/7. Eh bien, elle s'est donné du mal par le biais d'un financement participatif. Elle a récolté des fonds et on a fait ce livre qui, pour moi, est un livre d'art. Et il est fait entièrement en impression numérique. Et je défie quiconque de trouver les stigmates de l'impression numérique sur un livre comme celui-là. Et ce livre-là était plus rentable en numérique à concurrence de 250 exemplaires. Par contre, pour la petite histoire, elle ne m'en voudra pas de vous livrer ce retour d'expérience. C'était son premier livre, elle était très angoissée sur la quantité à produire, c'est-à-dire qu'à un moment on mouille la chemise, on a l'argent pour faire 250 livres, mais on se dit finalement les 100 livres de plus, ils ne coûtent pas très très cher, mais est-ce que j'ai les moyens de les financer en me disant que je vais les vendre? L'histoire a voulu qu'on a fabriqué 250 livres, qu'il a été plébiscité, relayé dans la presse, qu'elle a été sold out alors qu'elle était encore en exposition en galerie, et qu'on a réimprimé le livre à 200 ou 250 exemplaires. Ça veut dire que cette histoire de frais fixes pour initier le projet, c'est vraiment le key point. Il faut essayer de ne pas se tromper et de prendre des risques mesurés, mais d'être aussi suffisamment conscient dans son travail pour se dire « Ok, j'étais parti sur 100 exemplaires, je vais en faire 200 parce que je vais arriver à les vendre. » Je vais juste intervenir. Le format est limité en numérique, non? Vous ne faites pas plus grand que A4? Si, ça c'est plus grand qu'A4. A3? Voilà, je voulais juste intervenir et vous faire partager le retour d'expérience, parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est la quantité. Au bout d'un moment, quand le projet est suffisamment mûr, c'est de dire, mais j'y vais, et pour combien? Qu'est-ce que je mets sur la table? Donc, il faut à la fois pas se brûler les ailes en étant trop ambitieux, mais il faut aussi ne pas avoir à regretter si on a vendu très rapidement une quantité, ce qui n'a pas été mon cas, puisque en fait, Élément, je l'ai tiré à 1000 exemplaires, j'en suis à 700, mais je ne suis pas pressé de le vendre, parce que c'est un livre qui, pour moi, peut être vendu encore dans 2, 3, 4, 5 ans, et je reviens à la case départ de pourquoi je fais le livre et à qui je vais le destiner. Ma principale clientèle, c'est le réseau de personnes de proximité que j'ai, parce que je fais des workshops, donc j'anime des stages photo. Et en fait, c'est à la fois une manière de leur faire partager mon travail, et également, et là c'est encore plus important pour moi, c'est ma carte de visite quand je veux rentrer dans une nouvelle galerie et que je veux exposer. Donc en fait, le conseil que je donne, c'est déjà effectivement de bien identifier, de bien verrouiller la partie financière sur le seuil de rentabilité, le point mort, combien d'exemplaires il faut que j'atteigne en vente en fonction de mon prix de vente, et le prix de vente peut être aussi ajusté pour atteindre un seuil de rentabilité plus ou moins rapide. Au départ, j'avais mis le livre 40 €, puis après je me suis dit mais non, c'est pas 40 €. 40 €, c'est le prix de mon précédent livre, et entre les deux objets, il n'y a pas photo. Donc je l'ai monté à 45, et puis finalement, le prix final, c'est 50 €. Et encore, bon, il y a de la marge. Mais ces facteurs, ces éléments-là, il faut bien les définir au départ. Sinon, c'est trop structurant pour la suite, et il n'y a rien de pire que de se dire qu'est-ce que je fais des 3 palettes qui dorment dans mon garage. Non, mais je peux vous le dire. Pour juste terminer sur cette partie-là, parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour faire un livre, et qui en fait pensent que ça va être facile
ou qui pensent que justement on va venir en tant qu'éditeur, qu'on va financer le livre, qu'on va s'occuper de tout, etc. etc. Moi, mon premier livre que j'ai réalisé seul, j'ai dû financer mon voyage, j'ai financé mes pellicules. Ça a été vraiment, en fait, pour moi, la manière dont je vois l'acte créatif et le succès de l'acte créatif. Et surtout, la création d'un livre, c'est beaucoup d'engagement et c'est une accumulation de prise de risque. Que ce soit dans la création, dans ce qu'on va écrire, dans ce qu'on va montrer, dans ce qu'on va devoir apprendre. Aujourd'hui, quand on fait un livre en auto-édition, il faut apprendre à faire de la presse. Comment est-ce qu'on fait de la presse? Comment on fait à communiquer? Comment on trouve les ressources, les contacts? À quel rythme on va envoyer? Comment est-ce que je vais faire de la communication? Comment je vais réussir à créer de la vidéo? Comment je vais pouvoir sortir de ma zone de confort pour aller rencontrer des gens, pour aller mettre moi-même mon livre en librairie? Mon premier livre, finalement, il a été distribué dans toutes les librairies parisiennes, même au Palais de Tokyo, à la MEP, etc. Parce que je suis allé les voir. J'avais fait des petites lettres toutes mignonnes, avec des trucs écrits à la main, avec mon ouvrage qui présente, etc. Mais tout ça, ce sont des prises de risques, c'est épuisant, c'est fatigant, ça coûte de l'argent. Mes 2 premières expositions que j'ai organisées à Paris et Berlin, je les ai totalement financées moi-même. Et j'ai travaillé, même au départ, je travaillais au bar, je faisais telle chose, etc. etc. Et pour moi, en fait, souvent, je le dis pas comme ça, mais je trouve que beaucoup d'auteurs viennent me voir et pensent que ça va être très facile. Alors pour moi, il y a une vraie notion, pas forcément de sacrifice, ou pas de douleur, mais en tout cas d'engagement qui doit être très important. Et en tant qu'éditeur, surtout en tant qu'éditeur, mon travail il va être meilleur et excellent quand je vais avoir un auteur qui va vraiment me répondre, qui va me faire des demandes, qui va travailler et avec qui je vais pouvoir collaborer. C'est pas mon travail à moi seul en tant qu'éditeur, c'est le travail que je réalise avec l'auteur. Et du coup, c'est beaucoup là-dessus aussi et sur la capacité qu'on va avoir à collaborer et sur l'engagement du photographe dans son projet, sur sa prise de risque, que je vais mesurer en tout cas la possibilité de collaborer avec quelqu'un et de travailler sur son projet éditorial. Une question? Allez-y. Oui, alors je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez il y a 2 minutes. Juste en introduire que je vois quand même une grosse différence entre l'auto-édition et l'édition. Corrigez-moi si j'ai tort, mais dans l'édition, c'est un risque financier qui est porté par l'éditeur. Alors que dans l'auto-édition, c'est moi qui porte le risque financier. Juste ou faux? Pas tout à fait dans la mesure où on vous a parlé d'un marché qui était saturé de livres photos dans les librairies. Et donc du coup, il y a une part de risque maintenant qui est de plus en plus problématique pour les éditeurs. Et que du coup, on aborde un projet d'édition dans le cadre d'Odyssée chez nous, que dans la mesure où on a préfinancé certains éléments techniques en amont, et à tout le moins l'impression. Voilà, expérience 92, je vous ai parlé d'une société qui était en sommeil depuis longtemps. On a fait un livre avec un acteur que vous avez peut-être connu, Bernard Giraudot, un ami photographe de la famille, etc. C'était dans les années 95-96. On en a fait allègrement 3000, on était éditeur, on s'est dit ouais ça va marcher. On a pris un distributeur et le livre nous a coûté 40 000 € en distribution. Parce qu'en fait, notre distributeur, peu scrupuleux, a distribué ce livre dans toutes les librairies de France pratiquement et il nous a fait payer les allers, les retours. C'était un détail dans le contrat qu'on n'avait pas vu. Et bref, on s'est pris des frais monstrueux uniquement pour distribuer un livre qui s'est relativement peu vendu. Voilà, donc il y a ces risques-là quand même dans la partie édition. Donc voilà, on veut que Odyssée Nouvelle Formule dure un peu plus longtemps. Enfin, n'est pas ce genre de soubresaut, parce qu'à l'époque, on n'avait pas cet argent qu'on avait perdu et il a fallu trouver des moyens de boucher les trous. Et voilà, donc du coup, il y a quand même un aspect financement qui est quand même important. Donc, on peut le faire de concert avec l'auteur, hein, qui peut avoir des mécènes autour de lui, des partenaires industriels, voilà. Et puis surtout, il y a la prévente et les campagnes de prévente où on fait des grosses campagnes de prévente. Et avant, de toute façon, ça a toujours existé la prévente. Hein. Les éditeurs ont toujours pratiqué la souscription. Ça s'appelait la souscription à l'époque. Enfin, je vous parle avant Internet, mais on faisait des petits bulletins en papier. On décrivait grossièrement le livre qui allait paraître et on faisait un prix de souscription, un prix préférentiel pour les gens qui étaient disposés à l'acheter avant qu'il sorte. Dès le XVIIe siècle, je crois. Même le XVIIe siècle, donc c'est de longue date que ça existe et maintenant ça s'appelle financement participatif. Voilà, parce que c'est juste un outil, le financement participatif. Juste en complément très technique, alors vous parliez de quelqu'un qui a imprimé 250 exemplaires
qui après a décidé de réimprimer 250 exemplaires. Évidemment, si elle avait décidé tout de suite 500, ça aurait coûté moins cher. Mais est-ce que le deuxième tirage est aussi cher que le premier? Oui, oui, pratiquement aussi cher. Si on met la partie maquette et préparation des images qu'on appelle photogravure de côté, et qui est faite une bonne fois pour toutes, c'est pour ça que je disais à monsieur que les fichiers étaient conservés, si on met ces deux éléments-là à part, toute la remise en route technique du livre, les calages des machines, est à refaire. Donc les frais fixes, qui pèsent énormément dans le coût de réalisation d'un livre, sont à repayer. Et c'est pour ça que c'est au final, financièrement, ça n'est pas une bonne affaire. Mais c'est quand même une belle histoire, puisque ça veut dire que le livre a été retiré pour un jeune artiste. Ça veut dire qu'il a rencontré son public, qu'il a cette chance d'être dans 500 foyers plutôt que dans 250, et que, bien évidemment, le retour sur investissement global dépasse largement la vente des livres. Quand vous vous positionnez par rapport à un public, notamment parce que le livre demande beaucoup d'implication de la part de l'auteur, comme disait Yegan, que c'est un parcours de vie dont on ressort plus fort, comme le disait Jean-Michel. Vous êtes différent et les gens vous perçoivent différent. Ça veut dire que la cote de votre photographie, la manière dont vous êtes perçu en tant que photographe, votre possibilité peut-être de vendre des séances de prise de vue, si vous êtes dans cette pratique-là, tout ça va bénéficier de la vie de ce livre qui est un succès. Donc le retour sur investissement, il faut aussi l'appréhender sur le temps, comme on disait tout à l'heure, peut-être parfois 5 ans, le temps d'avoir éclusé tous ces livres, et sur l'ensemble de l'activité du photographe. Et puis la première question, parce qu'il y a quelque chose qui me paraissait important à dire, c'était la première question que tu as posée. Sur la prise de risque. Oui, globalement, vous vous appelez Yann Arthus Bertrand, Sébastien Salgado. On va vous financer votre livre, il n'y a pas de problème. Simplement, pour en arriver là, il faut avoir un peu... Par contre, rien ne vous empêche de solliciter des éditeurs, mais vous verrez que souvent, vous allez perdre énormément de temps parce que les portes ne vont pas s'ouvrir. Et si vous trouvez un éditeur qui vous dit « Tu as un talent énorme, donne-moi 30 000 €, je vais faire un livre, ça va être un carton », croyez-moi, méfiez-vous. Et c'est là aussi que nous, on adopte une posture pragmatique. On peut trouver qu'un auteur a beaucoup de talent, et ça va sûrement simplifier les choses. On pourrait dire que c'est gratuit, mais c'est pas vrai. On pourrait dire que ça coûte 30 000 €, mais on n'est pas des escrocs. Donc on essaye d'avoir un discours mesuré. Prévoyez de mettre un peu d'argent de votre poche, parce que ça vous permettra de vous sentir impliqué dans le projet. Stimulez votre communauté, parce que ça nous permettra de monter un financement participatif. Confiez-nous des missions médias où on va parler de vous dans la presse spécialisée et dans les réseaux spécialisés, parce qu'on a des antennes un peu partout aujourd'hui. Et au final, tout ça donnera une dynamique qui permettra au projet d'être gagnant. Et si le projet est gagnant, il sera gagnant pour l'éditeur et il sera gagnant pour le photographe. Mais la Belle au bois dormant, elle n'existe pas. J'allais juste dire, il y a deux choses. D'abord, on travaille beaucoup en transparence. C'est-à-dire quand je fais un ouvrage où il y a toute une série d'éléments que je vais créer pour que l'auteur puisse avoir une vision sur le planning, sur l'économie, etc. Systématiquement, je vais être très transparent sur nos frais et sur les revenus que va percevoir l'auteur, l'artiste, etc. Donc ça, très important. Aussi, on va souvent travailler en compte à demi, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a fait à 2 reprises pour le moment. C'est-à-dire, en fait, on va vraiment partager, s'associer au photographe, s'associer à l'auteur, et partager les investissements, mais partager aussi les bénéfices.
avoir vraiment les comptes qui sont ouverts, et on travaille totalement en transparence avec les auteurs. Donc c'est quelque chose qu'on cultive vraiment aussi beaucoup, et même quand c'est pas le cas, ou parce que l'auteur n'a pas la possibilité d'investir avec nous, dans tous les cas, je vais toujours être extrêmement transparent sur les coûts, les revenus, l'économie du livre en général, pour que l'auteur puisse le comprendre et apprendre dans ce circuit. Une petite anecdote, on a fait un livre avec Sabine Weiss il y a quelques années, et en fait, elle a fait son livre en auto-édition. C'était à l'occasion du salon du livre, du salon de la photo, pardon, et aucun éditeur n'avait un livre sur Sabine Weiss. Et elle en a fait 3000, à 90 ans, elle a décidé d'en faire 3000. Tout le monde pensait qu'elle allait se tromper, donc elle faisait une grosse erreur en termes de tirage, et elle a signé tant et plus pendant le salon de la photo, du matin au soir, à tel point que le lundi, il a fallu qu'on envoie une palette de plus parce qu'elle n'en avait pas prévu assez dans les quantités qu'on lui a livrées. Et un an après, elle le réimprimait. Et après, il y a eu un livre d'elle chez Xavier Barral, il y a eu un livre d'elle chez La Martinière. Enfin, tous les éditeurs ont suivi le mouvement. Mais c'est Sabine Weiss, auto-éditeur, qui a lancé sa seconde carrière. D'autres questions? Sur la partie, alors je vous fais une confiance aveugle sur la partie iconographique, parce que ça c'est votre métier, et j'ai vu ce que vous faisiez, c'est juste magnifique, quoi. Moi je me posais la question sur la partie éditoriale, au niveau de l'écriture des textes, et surtout de leur traduction. Est-ce que vous avez un accompagnement là-dessus? Pas forcément sur le fond, mais plutôt sur le traitement du texte, sa forme, quoi, sa façon d'exprimer. Bien sûr. Alors, moi, je vais quand même vraiment essayer de lire et de construire un petit peu le texte et le fond du texte avec l'auteur. Ça dépend parfois pas du tout quand c'est pas nécessaire, et parfois quand il y a besoin. En tout cas, je vais lui faire part de mes remarques, et généralement pas uniquement les miennes. Même avec William, le directeur artistique, on va travailler sur ces points-là. Donc, il y a déjà cette partie-là. Bien sûr, on a une excellente relectrice qui va mettre en forme, en tout cas, tous les textes afin que c'est une grammaire, une orthographie irréprochable. Pour la mise en page de même, on va être très exigeant en termes de mise en page. Et pour les traductions, aujourd'hui, je dirais que 90% des livres Odyssée vont être traduits ou sont déjà traduits. C'est-à-dire qu'ils vont être en 2 langues, parce qu'on a de vraies ambitions internationales sur tous les ouvrages qu'on fait. Et c'est aussi, encore une fois, dans ce principe-là de mutualisation et de se dire que si on fait un ouvrage en 2 langues, on va pouvoir promouvoir le même objet en France, en Angleterre, en Allemagne, dans différents pays, et voyager avec cet ouvrage-là. Et monsieur avait une petite question aussi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été curieux de savoir le cas de Françoise Huguier, le tirage de tête que vous prépariez avec elle, c'est Julien Grosser. C'était un cas récent, le fait que Actes Sud vienne un autre éditeur vienne vers vous pour envisager de travailler avec vous, ou c'est une chose qui est en train qui se répète, et donc comment fonctionnez-vous dans ce cas-là? Donc c'est un partenariat, c'est vous donner de prestataires, voilà. Au départ, elle a refusé d'éditer le livre de Françoise Huguier. Oui. Du coup, en fait, elle est venue s'adresser à nous. Du coup, là, en l'occurrence... Ah oui, pardon, oui, et elle est ensuite, en fait... elle est à 100% en réalité. C'est Actes Sud qui s'est rendu compte de... Actes Sud, aujourd'hui, regrette un petit peu de ne pas l'avoir édité, mais au départ, non, c'est totalement... Aujourd'hui, on est en édition, on est en mesure de faire des coéditions, donc ça, c'est également possible. Alors, les coéditions se décident dès le départ, et vous vous occupez que du tirage de tête? Non, la coédition, ça va surtout... C'est un équilibre qui est assez variable, en fait, qu'on a pour le moment, on a très peu fait. Généralement, il y a toujours un des 2 éditeurs qui a tout de même un peu l'ascendant, entre guillemets, pas l'ascendant, mais l'initiative plutôt. Généralement, la coédition, l'intérêt, ça va surtout être en termes de distribution. Parce qu'en fait, l'autre éditeur va pouvoir gérer sa logistique, son stock, sa distribution dans son réseau local, sa presse. Ça se fait surtout à l'international. Oui, pour des doublés, en plusieurs langues, donc. En plusieurs langues, voilà, tout à fait. C'est surtout ça permet surtout, sur le plan économique, dès le départ, d'envisager d'alimenter non pas un marché, mais 2 marchés. Et donc à l'international, voilà, chacun va alimenter son propre pays, et donc on va mutualiser tous les frais de fabrication, parce que les 2 livres vont être faits ensemble. Et sur le plan de l'impression, on s'arrange pour que voilà, les langues en général c'est en noir, et donc on change la plaque du noir. Enfin bref, on ne fait pas 2 impressions distinctes quand il y a 2 langues. On s'arrange pour qu'il y ait juste des petits frais techniques limités qui permettent de faire 2 langues pour le prix d'une langue fois 1,2, quoi, un truc comme ça.
je comprends. Mais, et pour venir au tirage de tête, mais donc les 4 tirages de tête dont vous vous occupez sont des situations où vous tirez, vous êtes éditeur de l'édition la principale et les tirages de tête. C'est pas des auditeurs qui viennent vers vous pour vous demander d'être en fait. Ça fait partie d'un tout. Et le tirage de tête, on n'a pas précisé, mais ça fait partie aussi d'un tout dans le sens où, en termes de retour sur investissement, le tirage de tête est très important. Parce que uniquement la vente d'un tirage de tête peut financer à elle seule l'intégralité de l'édition. On a un photographe qui vendait ses tirages de tête 400-500 euros. Il en a fait 100, vous faites le calcul, ça fait 50 000 euros, il avait largement payé l'impression. Donc tous les livres étaient payés grâce au tirage de tête. Mais voilà, le mail il m'a appelé une fois en me disant je suis le fils de Bernard Arnault, est-ce que tu sais si on a le numéro 7 ? Bon, voilà, il avait ce type de clientèle en direct, en plus il n'est pas passé par des librairies. Mais dans ce cas-là, vous êtes... pardon. Oui, le contenu du livre reste identique, même si peut-être la qualité, on peut jouer sur la qualité du papier, la qualité de la couverture, mais le contenu, vous ne changez pas en fait tout. Non, ce serait une erreur de le faire parce qu'en fait, du coup, on se retrouve avec des frais fixes et des multipliés. Et le principe, c'est de bénéficier d'une production, de modifier certaines variables, mais qui n'entraîne pas la fabrication de 2 livres distincts, autrement ça ne serait pas rentable. On se retrouverait à devoir amortir 2 tirages, un à quelques exemplaires, à 100 exemplaires, et l'autre à 1000, avec des frais techniques identiques. Ce serait pas... Non, l'apport du tirage de tête, c'est effectivement que ça puisse permettre de financer en grande partie l'intégralité du tirage, différemment par rapport à une cible différente. Cependant, Escourbiac va imprimer... Escourbiac, cependant, eux, ils impriment d'autres éditeurs. C'est-à-dire, nous, on est Odyssée, la maison d'édition d'Escourbiac, mais il y a une foule d'éditeurs qui vont imprimer ou bénéficier des conseils d'Escourbiac, justement, pour travailler leurs objets. Une question aussi, parce que je suis arrivé en retard, de toute façon, mais j'avais lu dans le mail que vous occupiez aussi de gérer le stock. Est-ce que vous en avez déjà parlé ou pas dans votre auto-édition? Non, après, j'ai compris une chose. Voilà. En fait, par rapport à nos offres d'auto-édition, elles sont pas mal détaillées dans le document que vous avez sous la table et qui est distribué sur tous les congrès de l'UPP, notamment on est présent et au salon de la photo. Et dans les cahiers de la photo. Et les cahiers de la photo, voilà. Mais c'est un extrait, je crois, la dernière fois, mais en général, on les met aussi. Et là, vous y avez détaillé tous les services que l'on apporte depuis le fait de stockage. On a travaillé pour un livre, un photographe par exemple qui est à Tahiti, qui fait des photos de surf, qui est un des top 10 photographes de surf dans le monde. Il vend tous ses livres sur son site internet. Nous avons tout le stock dans notre imprimerie et chaque fois qu'il vend un livre, il nous fait un petit mail et on expédie dans le monde entier. Voilà, c'est donc à la fois le stock et l'envoi. Voilà, on peut faire ça aussi. On a une plateforme de vente en ligne qui s'appelle Achevé d'imprimer, sur laquelle on vend les livres de tous les gens qui ont fait des livres chez nous et qui veulent bien qu'on vende leurs livres. C'est une marketplace, dans le sens où la formule de base, c'est que c'est pas nous qui avons le stock, c'est le photographe, l'artiste qui a son stock, et dès qu'on fait une vente, on le lui signale, on prend une commission 2 fois moindre par rapport à Amazon. Et ça c'est une autre façon d'envisager. Il y a le cas où le photographe est le gestionnaire du stock, même à distance, et le cas où vous proposez... Non, ça peut être complémentaire, il peut très bien avoir son stock à lui, il a son stock à lui de toute façon, parce que quand on fait une vente, c'est lui qui expédie. Donc le stock, il est là. D'accord, mais on peut être dans le cas où vous avez tous les 2 stocks. Tout à fait. D'accord, ok. Il y a tous les cas possibles, on s'adapte. Oui. On essaie, au-delà de la qualité de ce qu'on fait, c'était les premières argumentations au départ quand on participait à des congrès de l'UPP, etc. On a essayé de développer autour tout un environnement qui fait que on essaie de faciliter en fait le fait de faire un livre en auto-édition ou en édition. Donc d'apporter des tas de services autour et qui sont pertinents par rapport à ce que l'on fait à notre métier de base. Voilà, avoir une longueur d'avance en résumé par rapport à nos confrères. Les dernières questions peut-être J'ai juste oublié un petit truc sur ma question d'avant. Moi je vais faire un livre où j'utilise mes photos, mes decks, mais aussi des photos d'autres photographes que je connais plus ou moins. Est-ce que vous avez un service de gestion juridique au niveau des droits d'auteur, des déclarations, des choses comme ça? C'est vous qui vous en occupez parce que ça c'est une chienlit terrible. Il y a l'UPP, non? C'est vrai que c'est une chienlit des droits d'auteur. Non, mais il y a un service juridique. Surtout international. Oui, bien sûr. On a une juriste qui nous accompagne, en fait, une avocate spécialisée en photographie, en droits patrimoniaux rattachés au livre, du coup, qui nous accompagne quand on a des questions, parce que finalement, c'est pas si courant que ça.
Et là, on est en train d'apprendre avec notre comptabilité, c'est un plaisir, de vraiment cette gestion-là de droit, comment ça se passe avec l'URSSAF du Limousin, etc. etc. C'est quelque chose qu'on découvre, parce que ça fait, là du coup c'est la première année où on est en train de reverser leurs droits aux auteurs pour les vendre de leurs livres. Mais effectivement, là, en fait, encore une fois, on bénéficie de la structure, de la force structurelle des Scourbiac, qui ont un service très expérimenté en comptabilité, et du coup qui se charge en fait de créer cette structure administrative pour nous et avec nous pour Odyssée. Donc effectivement, là. Donc oui. Donc oui. Donc oui, c'est ça, c'est la réponse. Dernière question peut-être au fond. Oui, monsieur. Voilà. On va passer le micro. Bonsoir, j'ai une question. Quelles sont vos réflexions par rapport à tous les géants tels qu'Amazon qui plombent un peu justement le domaine de l'édition avec leur vente très rapide, même après les sorties très fraîches d'ouvrages qui peuvent arriver sur le marché? Je pense que pour ce que l'on fait nous, c'est pas très menaçant, dans le sens où ils ont communiqué beaucoup récemment en disant qu'ils avaient monté une imprimerie pas très loin de Paris où ils faisaient du livre à la demande. Le livre à la demande, c'est bien, c'est faisable et c'est économiquement viable que dans la mesure où c'est d'abord du livre noir, donc du livre à faible valeur ajoutée, des livres de texte, et uniquement dans ces conditions-là ça peut être viable. On fait des livres quand même qui sont assez complexes. On a mis en avant notre savoir-faire, la technicité. Ça se décrète pas, c'est quand même complexe. Et voilà, donc pour ce qui est du livre à la demande, moi j'y crois pas. Enfin, en tout cas, la technologie n'est pas au point tout de suite pour faire du livre à l'unité en fonction de marchés qui se décrètent au fur et à mesure. C'est pas possible. Et après, pour l'autre volet de leur activité, ils ont démarré Amazon avec le livre, effectivement, au début. Maintenant, c'est une énorme tentacule qui vend des tas de produits dont le livre est un peu mélangé dans tout ça. Voilà, les quelques auteurs qu'on a eu qui ont fait des expériences avec Amazon, qui ont balancé leur stock chez Amazon, se sont vite mordus les doigts parce qu'en fait ils se retrouvaient avec des frais de stockage qui étaient monstrueux, des commissions de 40% sur la vente des livres, des frais de port qui devaient assumer eux-mêmes, parce que quand Amazon offre les frais de port, il faut bien se rendre compte qu'il y a bien quelqu'un qui les paye. Donc voilà, en général ils demandent aux éditeurs de les payer. Et voilà, et après si votre stock chez Amazon ne tourne pas, on vous propose très rapidement soit de le mettre au pilot, soit de vous le retourner, mais à vos frais, et à des frais qui sont quand même assez élevés. C'est pour ça qu'ils avaient une grosse décharge à côté d'Orléans, où il y a des tas de produits qui sont jetés par Amazon, enfin ils l'étaient en tout cas à une époque, et avec des rouleaux compresseurs qui passaient dessus, parce qu'une machine par exemple à dosettes, à partir du moment où les dosettes étaient périmées, il fallait proposer aux vendeurs de la machine à café, soit de la reprendre, mais à de tels frais que souvent ils abandonnaient, donc du coup ils mettaient ça en cette décharge, et puis ils écrasaient tout pour pas que ce soit repris par d'autres personnes. Voilà, ça c'est le système Amazon, mais voilà, dans l'édition, c'est un peu passé, quoi. Je pense que c'est surtout par rapport à ce qu'on fait nous. De toute façon, c'est du haut de gamme, visiblement, du personnel que vous entourez, des compétences également. Et j'ai une dernière question pour Yegan, justement. Je voulais demander par rapport à son livre Paria. J'ai cru voir une édition passée en anglais, justement, comme on parlait de changement de langue notamment. Et donc c'était à la base un travail d'accompagnement vers l'édition ou d'auto-édition, comme vous en avez parlé. Alors, ça c'était pour mon propre livre et je n'avais pas d'éditeur du coup qui m'accompagnait. Le premier, je l'ai fait en français finalement parce que c'était la première fois que je faisais un travail photo où c'était sur l'Ukraine du coup et j'avais une nécessité d'en parler. Ou en tout cas, à l'époque, peu de gens allaient dans le Donbass et de ce côté-là séparatiste. Et du coup, il y a eu la nécessité d'en parler et une rencontre aussi magnifique avec John, du coup, qui a vraiment donné naissance à l'objet qui, je pense, était bien né à l'époque. La seconde, en fait, c'est finalement parce qu'on m'a proposé une exposition dans un lieu assez exceptionnel à Berlin, où justement dans une espèce de grand bunker de 25 mètres de long, 14 mètres de hauteur, etc., enfin assez gigantesque, où on m'a laissé aussi la possibilité de m'exprimer pour l'exposition du coup et de créer une vraie scénographie et de travailler cette exposition, le public ne parlant pas français, l'envie aussi de pouvoir s'amuser à nouveau et de prendre vraiment le contre-pied du premier ouvrage qui était avec d'autres problématiques. En fait, j'ai voulu, on a voulu avec William d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé sur cet ouvrage,
nous amuser avec de l'impression numérique, avec un objet en couverture souple, mais malgré ces contraintes-là, en fait, de faire un objet très allemand. Pour le coup, le premier est très français dans le style qu'on a choisi, le second est extrêmement allemand. Et ça a été justement d'être dans ce côté très tranché, très monolithique, très épuré, etc. Et du coup de le créer pour ce public, donc en anglais et en russe. Et voilà, tout simplement. Du coup, il n'y avait pas tant un accompagnement particulier, etc. C'était plutôt pour répondre à l'exposition que j'avais à cet endroit. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Bien. Je vais prendre le micro là, peut-être Béthune. Amazon n'a pas 3 cadres d'or, je crois, donc c'est pas possible. Bon, on va applaudir toute l'équipe d'Escondiac. Merci infiniment d'avoir partagé votre savoir-faire et puis voilà, donc discussion. N'hésitez pas si vous avez des projets, ils sont là en tout cas à votre écoute et on les remercie. À très bientôt. Merci. Oui,